Dès la première semaine d'octobre, l'eau du lac Geneva est assez froide pour arrêter un cœur en moins de 20 minutes. Brooklyn Whitfield avait 27 ans. Elle était mariée depuis 9 ans. Et elle portait encore son uniforme de serveuse quand elle a sombré. Elle sortait tout juste d'un double service. Elle n'avait même pas eu le temps de dénouer son tablier. Sa belle-mère avait parlé d'un week-end en famille, une chance d'arranger les choses. Il y avait 4 personnes sur ce ponton, et chacune d'entre elles portait le même nom de famille qu'elle. Aucun d'eux n'a enlevé ses chaussures. Aucun d'eux ne lui a tendu la main. Elle est remontée 2 fois à la surface. Et les 2 fois, elle a appelé le nom de son mari. Ce qu'il a fait ensuite est la raison pour laquelle cette histoire existe. Mais il y avait quelqu'un d'autre sur ce lac ce matin-là. Un homme qui nageait seul sur la rive opposée. Un homme qui venait à cet endroit précis une fois par an. Et il ne disait à personne pourquoi. Son nom était Winston Marchetti. Il avait 38 ans. Il était calme, patient. Et c'était le dernier homme à Chicago à qui vous voudriez devoir quelque chose. Il l'a entendu. Il n'a pas appelé à l'aide. Et il n'a envoyé personne. Il y est allé lui-même. Personne sur ce ponton n'a compris ce qu'il venait de déclencher. Il pensait se débarrasser d'un problème. En réalité, il venait de livrer une femme qui n'avait plus rien à perdre au seul homme de l'État, assez puissant pour tout lui rendre. Et ce n'était pas un homme qui oubliait une dette, dans un sens comme dans l'autre. Si une histoire sur quelqu'un qui a touché le fond et qui est revenu avec tout ce qu'on lui avait pris vous parle, cliquez sur le pouce bleu. Ça aide cette chaîne à toucher plus de monde. Partagez-la avec une personne qui en aurait besoin aujourd'hui. Et abonnez-vous, car nous racontons des histoires comme celle-ci tous les jours. Maintenant, retournons à ce matin froid d'octobre, sur le lac Geneva. Marlene Whitfield a ouvert la porte avant que Brooklyn n'ait eu le temps de frapper. Et c'était le premier signe. En 9 ans, en tant que sa belle-fille, Brooklyn n'avait jamais vu sa belle-mère attendre qui que ce soit à la porte. Marlene lui a pris la main, l'a appelée sa fille, lui a demandé si la route l'avait fatiguée. Puis elle lui a versé une tasse de café. Elle l'a posée devant elle à 2 mains, comme si elle servait une invitée d'honneur. Brooklyn l'a remerciée. Elle s'est assise sur le bord de la chaise, les 2 mains posées sur ses genoux, avec la posture de quelqu'un habitué à attendre la permission. Bradley était assis en face d'elle. Il a remué son café pendant très longtemps, bien qu'il n'y ait pas mis de sucre. Vivian était appuyé contre le meuble de cuisine, son téléphone à la main. Corey était assis sur la marche menant à l'arrière, d'où il pouvait voir toute la pièce. Et il n'a pas dit un mot. Tous les 4 étaient là depuis la veille au soir. Brooklyn était la seule qui venait d'arriver. Marlene s'est assise et a dit que la famille avait traversé beaucoup de choses désagréables ces derniers mois. Que tout le monde disait parfois des choses qu'il ne pensait pas. Qu'elle avait beaucoup réfléchi. Et qu'elle voulait que tout soit réglé pacifiquement et décemment, comme une famille devrait régler les choses. Brooklyn a hoché la tête. Elle avait conduit pendant 90 minutes depuis Chicago, juste après avoir terminé son service. Elle n'avait pas dormi, et elle avait cru chaque mot. Puis Marlene a attrapé 2 liasses de papier sur la chaise à côté d'elle et les a posées sur la table. La première était une demande de divorce par consentement mutuel. La seconde était plus épaisse, avec un post-it jaune marquant l'endroit où une signature était requise. Et Marlene a poussé celle-ci vers elle en premier. Elle a dit que l'entreprise de Bradley traversait une période difficile, que la banque lui mettait la pression, que toute la famille en avait discuté et avait décidé qu'il serait mieux pour eux 2 de se séparer. Mais avant de se quitter, tout devait être partagé équitablement. Brooklyn n'a pas compris tout de suite. Elle a pris la 2e liasse de papier et a lu les mots en haut de la page. C'était une autorisation de transférer l'intégralité du solde du compte à son nom vers un autre compte dont elle n'avait jamais entendu parler. 180 000 $. 90 000 de cette somme provenait de l'indemnité de décès qu'elle avait reçue après la mort de son père. L'argent que l'assurance de l'atelier d'usinage lui avait versé quand elle avait 18 ans. Après que quelqu'un l'ait appelé pour lui dire qu'il n'avait pas survécu à son service de nuit. Elle n'en avait pas dépensé un seul centime. Le reste, c'était 9 ans de pourboire. New Fonds de Double Services. New Fonds a plié de l'argent dans les enveloppes et a les porté à la banque le lundi matin. Le compte était au nom de Brooklyn Kowalski, son nom de naissance. Elle l'avait ouvert avant de se marier et ne l'avait jamais fusionné avec quoi que ce soit d'autre. Ce n'était pas de la sagesse. C'était simplement l'habitude d'une orpheline qui ne pouvait se résoudre à dépenser l'argent de son père. Mais à cause de cela, personne ne pouvait y toucher.
Ni Bradley, ni le tribunal, ni personne d'autre. Sauf si elle signait de sa propre main le papier posé sur la table. Brooklyn a reposé les papiers et a demandé pourquoi il voulait la totalité. Marlene a dit que pendant les 9 dernières années, cette famille l'avait nourrie et avait pris soin d'elle, et qu'il était maintenant temps pour elle de penser à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Brooklyn a regardé son mari. Bradley remuait toujours son café. Il n'a pas levé les yeux. Elle a dit son nom doucement, et il n'a toujours pas levé les yeux. Elle s'est retournée vers sa belle-mère et a dit qu'elle signerait les papiers du divorce si c'était ce que Bradley voulait, qu'elle les signerait tout de suite, mais qu'elle ne signerait pas l'autre document. Elle a dit qu'elle avait besoin de cet argent pour recommencer, qu'elle n'avait ni maison ni personne, que c'était tout ce qu'elle avait. Sa voix n'était pas forte. Elle s'est même excusée à la fin de la phrase, par une habitude forgée en 9 ans. Au cours des 3 phrases suivantes, tout dans la pièce a changé de couleur. Marlene n'a pas crié. Elle a simplement cessé d'appeler Brooklyn sa fille. Elle a dit que Brooklyn était entrée dans cette maison sans rien. Elle a dit que certaines personnes naissaient sans savoir comment rendre la gentillesse. Et qu'elle ne s'était trompée sur quelqu'un qu'une seule fois dans toute sa vie. Vivien a baissé son téléphone. Corey s'est levé de la marche. Personne n'a dit un mot de plus. Et c'est ce silence qui a effrayé Brooklyn pour la première fois ce matin-là. Elle a dit qu'elle partait. Elle a dit qu'elle signerait les papiers du divorce et les enverrait par la poste. Puis elle s'est levée et a attrapé ses clés de voiture. Bradley ne voulait toujours pas la regarder. Il fixait sa tasse de café froid. Et après 9 ans passés ensemble, c'était la dernière chance que sa femme aurait de voir son visage dans une pièce chaude. Marlene s'est levée avant que Brooklyn ne le puisse. Elle s'est dirigée vers la porte arrière, la ouverte, la tenue d'une main, et sa voix est redevenue aussi douce que lorsqu'elle avait accueilli Brooklyn à la porte d'entrée. Elle lui a dit de ne pas partir tout de suite. Elle a dit qu'il faisait trop étouffant à l'intérieur, qu'il devrait sortir sur le ponton pour respirer un peu, et qu'ensuite, Brooklyn pourrait partir si elle le voulait toujours. Brooklyn a hésité. Le brouillard dehors était encore épais, et elle ne pouvait pas voir l'autre rive. Mais elle avait passé 9 ans à obéir à cette femme, et elle ne voyait aucune raison pour que ce jour soit différent. Elle a laissé les 2 liasses de papier sur la table, et elle est sortie. Le ponton s'étendait sur environ 20 mètres au-dessus de l'eau. Ses planches étaient humides sous les chaussures de Brooklyn. Elle était à mi-chemin quand elle a entendu des pas derrière elle. Tous les 4 étaient sortis. Marlene menait la marche, tenant toujours la 2e liasse de papier. Elle s'est arrêtée à 2 pas de Brooklyn et a dit qu'elle n'avait pas voulu élever la voix dans la maison. Que c'était plus ouvert ici, plus facile de parler. Puis elle a tendu les papiers. Brooklyn a dit qu'elle avait déjà donné sa réponse. Marlene lui a dit de reconsidérer. Elle a dit que Brooklyn devait se souvenir qu'elle n'avait personne, qu'elle n'avait ni parents, ni frères ou sœurs. Pas un seul parent dans tout l'État. Elle a dit chaque chose lentement, comme si elle lisait une liste. Brooklyn a compris tout de suite que ces mots n'étaient pas destinés à la réconforter. Elle a reculé d'un demi-pas, et son pied a touché le bord d'une planche. Le ton de Marlene a changé. Elle a dit que cette famille avait supporté Brooklyn pendant 9 ans, que Brooklyn avait mangé à leur table, dormi sous leur toit, porté leur nom. Et maintenant, elle s'accrochait à 180 000 $, alors que le fils de Marlene était sur le point de tout perdre. Elle a dit que si Brooklyn signait, tout se terminerait pacifiquement. Brooklyn irait de son côté, la famille du leur, et personne ne dérangerait plus jamais personne. Elle a dit que si Brooklyn refusait, elle ferait mieux de se demander qui serait à ses côtés après. Elle a demandé avec quel argent Brooklyn comptait payer un avocat, où elle prévoyait de vivre en attendant que l'affaire passe au tribunal, et qui, selon elle, écouterait son histoire, alors que tout le monde à Bridgeport connaissait la famille Whitfield bien avant de la connaître, elle. Les yeux de Marlene se sont plissés quand elle a réalisé que Brooklyn ne céderait jamais les économies de son père. Elle a lentement glissé les papiers de transfert dans son sac. Sa voix est tombée dans un murmure froid et terrifiant. « Si tu ne nous donnes pas ce dont nous avons besoin pour survivre, ma chérie, alors tu vaux bien plus pour cette famille si tu disparais. » Brooklyn a regardé Bradley. Il fixait l'eau. Elle lui a demandé s'il comprenait ce que sa mère disait. Il n'a pas répondu. Elle a demandé à nouveau, l'appelant par son nom complet. Et il est resté silencieux. Vivien se tenait à quelques pas, tenant son téléphone à hauteur de poitrine, l'écran pointé vers eux. Brooklyn a remarqué le mouvement. Elle avait vu Vivien le faire de nombreuses fois dans la maison, au cours des 3 dernières semaines, et à chaque fois,
Elle avait supposé que sa belle-sœur enregistrait quelque chose pour pouvoir en rire plus tard. Brooklyn ne voyait aucune autre raison maintenant. Corey s'était déplacé derrière elle. Il n'avait pas dit un mot de toute la matinée, et il n'a rien dit à ce moment-là. Brooklyn a entendu la planche de bois s'enfoncer avec un léger gémissement juste derrière sa tête. Elle a commencé à se tourner. Elle n'a pas eu le temps. Une main a frappé entre ses omoplates avec une poussée ferme, nette et délibérée. Pas la bousculade de quelqu'un qui a perdu le contrôle, mais le mouvement mesuré de quelqu'un qui a déjà calculé exactement la force à utiliser. L'eau d'octobre s'est refermée sur elle comme une trappe. Sa poitrine s'est contractée, et chaque souffle en elle a été expulsé avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui s'était passé. Ses pieds ne touchaient pas le fond. Quelque chose s'est enroulé autour de ses genoux, se resserrant et l'entraînant vers le bas. Et il lui a fallu plusieurs instants pour réaliser que c'était le tablier qu'elle n'avait pas eu le temps d'enlever. Elle a donné des coups de pied. Elle a crevé la surface la première fois, et ce qu'elle a vu n'était personne se précipitant vers elle. Tous les quatre se tenaient exactement là où ils étaient, sur le ponton. Elle a appelé le nom de son mari. Elle a appelé aussi fort que des poumons vidés d'air le pouvaient. Bradley a reculé d'un demi-pas. L'eau l'a de nouveau entraînée sous la surface. Elle ne savait pas combien de temps elle est restée sous l'eau. Elle savait seulement que le froid ne ressemblait plus au froid, mais était devenu quelque chose qui serrait sa poitrine et alourdissait ses bras et ses jambes. Elle a donné un coup de pied de plus. Elle a atteint la surface une deuxième fois, et maintenant, elle pouvait les voir plus clairement. Vivien tenait toujours son téléphone, mais sa main tremblait et elle ne regardait pas l'écran. Corey se tenait les bras croisés, son expression inchangée. Marlene fixait l'eau comme si elle regardait quelque chose qui devait simplement être traité et terminé. Brooklyn a appelé le nom de Bradley une deuxième fois. Elle n'a réussi à dire que son nom et n'a pas pu forcer un autre mot. Et Bradley Whitfield, l'homme qui avait promis à une jeune fille de 18 ans, qui venait de perdre son père, qu'elle avait désormais une famille. L'homme dont elle avait réchauffé le dîner pendant 9 ans sans jamais poser de questions. Cet homme-là a détourné le visage. Puis elle a entendu Marlene parler. Elle ne parlait pas à Brooklyn. Elle s'adressait aux trois autres, sa voix aussi calme que si elle mettait fin à une réunion de famille qui avait trop duré. Elle ne peut pas nous donner d'enfants. Qu'est-ce que cette famille gagne à la garder? Personne n'a répondu. Personne ne s'est approché du bord du ponton. Pas une seule personne n'a enlevé une chaussure. Marlene s'est détournée la première, et les trois autres l'ont suivie. Leurs pas s'estompant sur les planches de bois jusqu'à ce que Brooklyn ne puisse plus les entendre. Elle a essayé d'atteindre la surface une troisième fois. Cette fois, l'eau ne s'est pas ouverte pour elle. Le tablier était toujours là, enroulé autour de ses jambes, et ses mains ne lui obéissaient plus. Il y a eu un très bref instant, juste avant que la conscience ne s'échappe, où elle a pensé que personne ne savait qu'elle était là. Elle était venue seule en voiture. Elle n'avait dit à personne où elle allait. Personne à Chicago n'attendait son retour à la maison et son prochain service était dans 2 jours. Ce fut sa dernière pensée ce matin-là, sur le ponton. Les 4 ombres avaient disparu dans la maison, la porte arrière s'était refermée. Et le lac Geneva s'était scellé sur l'endroit où elle avait disparu, lisse et immobile, comme si personne ne s'était jamais tenu là. Sur la rive opposée du lac Geneva, à environ 400 mètres de cet endroit, un homme nageait. Il était entré dans le lac avant que l'aube ne soit complètement levée. Le gardien de la propriété était réveillé depuis 4 heures du matin. Il avait fait du café, laissé une serviette sur les marches, puis s'était retiré à l'intérieur. C'était quelque chose que l'homme faisait 1 fois par an, et le gardien savait qu'il ne fallait pas poser de questions. Winston Marchetti revenait à cet endroit pour exactement 1 semaine chaque année. Toujours pendant la première semaine d'octobre, toujours seul. Et en 10 ans, personne ne l'avait jamais entendu expliquer pourquoi. Ce matin-là, il a nagé vers le nord avant de faire demi-tour. Et alors qu'il approchait du rivage à son retour, il a entendu quelqu'un appeler. Une seule fois, le nom d'un homme porté par l'eau, s'interrompant à mi-chemin. Winston s'est arrêté. Il est resté sur place, faisant du surplace et écoutant. Le brouillard était encore épais, le lac d'un blanc trouble, et il ne pouvait rien voir au-delà des ondulations juste devant lui. Puis, la voix a appelé une deuxième fois, beaucoup plus faible qu'avant. Et cette fois, elle s'est éteinte complètement avant que le nom ne soit terminé. Il y a des gens qui, en entendant un cri sur l'eau, se tournent d'abord vers le rivage et cherchent quelqu'un d'autre.
Winston Marchetti ne s'est pas tourné vers le rivage. Il n'a appelé personne, n'a envoyé personne, n'a pas attrapé le téléphone dans la poche de la veste qu'il avait laissée sur la chaise. Il a simplement changé de direction et a nagé droit vers l'endroit où la voix s'était tue. Pendant la première semaine d'octobre, le lac Geneva était assez froid pour que même la personne la plus forte ait la poitrine serrée après seulement quelques minutes. Ed Winston était déjà dans l'eau depuis près d'une heure. Pourtant, il a nagé. Il a traversé la nappe de brouillard la plus épaisse, a atteint l'endroit d'où il a calculé que la voix venait, puis a plongé sous la surface. La première fois, il n'a rien trouvé. Il est remonté pour respirer, a fixé sa position grâce à la seule lampe encore allumée sur le rivage, puis est retourné sous l'eau une deuxième fois. Encore une fois, il n'y avait rien. À la troisième plongée, sa main a touché un morceau de tissu flottant sous l'eau. Il s'en est emparé et a tiré, et la femme attachée à ce tissu est montée avec lui. Elle ne bougeait pas. Winston a passé un bras sur sa poitrine, a maintenu sa tête hors de l'eau et a commencé à nager vers le rivage avec son bras libre. Il n'a pas nagé vers le ponton en bois d'où elle était tombée. Il a tourné dans l'autre sens et l'a ramenée vers sa propre rive, même si c'était beaucoup plus loin. Quand il a atteint les eaux peu profondes, il l'a soulevée, l'a portée à travers la boue et le gravier, puis l'a allongée sur l'herbe. Il l'a tournée sur le côté. Il a appuyé. La première fois, rien ne s'est passé. La deuxième fois, de l'eau a jailli de sa bouche, et elle a toussé. Un son sec et rauque comme du bois qui se brise, avant que tout son corps ne se mette à trembler de froid. Winston a retiré la chose emmêlée autour de ses jambes. Le tablier, trempé et aussi lourd qu'une chaîne, l'a libéré et l'a jeté de côté. Les yeux de Brooklyn se sont légèrement ouverts. Elle ne l'a pas regardé. Elle a regardé vers la rive opposée, vers le ponton caché derrière le brouillard, et ses paupières ont commencé à tomber. Winston a posé une main sur sa joue et a tourné son visage vers lui. « Ne fermez pas les yeux », a-t-il dit. « Regardez-moi. » Sa voix n'était pas forte. Il n'y avait aucune panique, aucune respiration haletante, pas un seul mot inutile. C'était la voix d'un homme donnant un ordre sans imaginer qu'on pourrait ne pas lui obéir. Vous ne leur devez pas cette mort. Brooklyn a ouvert les yeux. Elle a essayé de dire quelque chose. Aucun son n'est sorti. Ses lèvres ont bougé 2 fois, puis se sont arrêtées. Winston n'a pas demandé qui elle était. Il n'a pas demandé qui lui avait fait ça. N'a pas demandé d'où elle venait. N'a posé aucune des questions qu'une personne ordinaire aurait posées dans un tel moment. Il a regardé vers la rive opposée une seule fois, pendant peut-être 3 secondes, puis il a détourné le regard. Il a pris le manteau qu'il avait laissé sur la chaise et l'a enroulé autour d'elle, puis l'a soulevé dans ses bras et l'a porté en haut de la pente vers la maison. Le gardien se tenait sur les marches, l'a vu approcher, a vu ce qu'il portait et a ouvert la bouche pour parler. Il travaillait là depuis 11 ans et n'avait jamais vu son employeur ramener quoi que ce soit du lac. Winston est passé devant lui comme si personne ne se tenait là. Il a allongé Brooklyn sur la banquette arrière de la voiture, l'a couverte d'une autre couche et a fermé la porte très doucement. Puis il a sorti son téléphone et a composé un numéro. La personne à l'autre bout du fil a répondu après une sonnerie. Winston a prononcé 6 mots. « Faites venir le docteur à la maison, tout de suite. » Puis il a mis fin à l'appel, a regardé le gardien et a montré la petite berline que Brooklyn avait conduite en arrivant. « Faites en sorte que quelqu'un déplace sa voiture sur le parking de son appartement à Chicago avant midi, » a dit Winston calmement. « Ne laissez aucune trace. » Puis il est monté à la place du conducteur et s'est éloigné de la propriété. Pendant le trajet de 90 minutes pour retourner à Chicago, il n'a pas prononcé un autre mot et il n'a pas allumé de musique. Toutes les quelques minutes, ses yeux se levaient vers le rétroviseur pour s'assurer que la poitrine de la femme allongée derrière lui continuait de se soulever et de s'abaisser. Sur la rive opposée, à l'intérieur de la maison de vacances, 4 personnes emballaient leurs affaires pour partir. Bradley a jeté un coup d'œil par la fenêtre avant et a paniqué en voyant la voiture de Brooklyn toujours garée dans l'allée. Marlene n'a pas bronché. Elle a ordonné à Corey de conduire immédiatement la voiture de Brooklyn et de l'abandonner près du restaurant routier à 16 km au sud pour faire croire qu'elle s'était enfuie à pied. Aucun d'eux n'a regardé l'eau, pas même une seule fois, et aucun d'eux ne savait que sur le lac Geneva ce matin-là, en plus de 4, il y avait eu une 5e personne. Brooklyn s'est réveillée l'après-midi du 3e jour
dans une chambre avec un haut plafond et une fenêtre donnant sur une rangée d'arbres à River Forest. Mais il lui faudrait beaucoup de temps avant d'apprendre où elle était. Un homme plus âgé se tenait à côté du lit, retirant la perfusion intraveineuse de sa main. Il s'est présenté comme un docteur et lui a dit que ses poumons étaient débarrassés de tout liquide, que la température de son corps était à un moment donné tombée en dessous du seuil de danger, et qu'elle avait eu beaucoup de chance. Il n'a pas demandé pourquoi elle était tombée dans l'eau. Il lui a seulement dit de boire beaucoup d'eau, puis a quitté la pièce. Brooklyn a pu s'asseoir le 4e jour. La première chose qu'elle a faite a été de demander un téléphone. La gouvernante lui en a apporté un, et elle a composé le numéro de Bradley. Il a sonné 3 fois, puis est devenu silencieux. Elle a rappelé. Cette fois, la ligne était occupée avant même la fin de la première sonnerie. Elle a composé le numéro de Vivien, puis celui de Marlène, et aucune d'elles n'a répondu. Elle a posé le téléphone et est restée assise là, en silence, jusqu'à la tombée de la nuit. Winston est entré dans la chambre le lendemain matin. Il n'a pas demandé si elle avait bien dormi, et il n'a pas demandé comment elle se sentait. Il a tiré une chaise près du lit, s'est assis, et a placé une pile de papiers soigneusement agrafés sur la couverture. Il lui a dit qu'elle devrait les lire avant d'appeler qui que ce soit d'autre. La première page était une copie de la déclaration que la famille Whitfield avait soumise à la police du comté de Walworth dans le Wisconsin. Elle était datée du 4 octobre et enregistrée à 11h20 du matin. Tous les 4 avaient fait des déclarations identiques jusqu'au dernier mot. Ils disaient que leur belle-fille montrait des signes de dépression sévère depuis des mois parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils disaient qu'elle avait fait à plusieurs reprises des remarques négatives. Il disait qu'il l'avait emmenée au lac ce matin-là pour lui remonter le moral, qu'elle était sortie seule sur le ponton et que le temps qu'il sorte en courant, il était déjà trop tard. Marlène a déclaré qu'elle avait essayé d'arrêter sa belle-fille, mais qu'à 58 ans, elle ne pouvait plus courir assez vite. Bradley a déclaré qu'il ne savait pas nager. Brooklyn a atteint cette ligne et s'est arrêté très longtemps. 9 ans plus tôt, pendant leur lune de miel à Wisconsin Dells, Bradley avait nagé 2 longueurs complètes de piscine devant elle, juste pour se vanter. Elle a tourné à la page suivante. C'était une copie de son dossier médical de la clinique du Dr. Peter Lohman à Chicago. Il documentait 3 rendez-vous sur une période de 2 ans, avec le diagnostic final imprimé en gras au bas de la page. La famille l'avait soumis avec leur déclaration, comme preuve qu'elle avait un motif pour se suicider. La chose même qui l'avait tourmentée pendant 9 ans était maintenant devenue la raison pour laquelle personne n'enquêterait sur sa mort. Winston n'a rien dit pendant qu'elle lisait. Il a simplement attendu. Quand elle a posé la pile de papier, il a sorti la dernière page et la lui a tendue. C'était une photographie d'une demande d'assurance vie soumise à une compagnie en Illinois. L'heure de réception était clairement enregistrée comme 10h42 du matin le 4 octobre. La personne qui déposait la demande était Bradley Whitfield. Le bénéficiaire était Bradley Whitfield. Le montant était de $500,000 et la personne assurée était Brooklyn Kowalski Whitfield. Elle a fixé la page pendant un long moment. La police avait été signée le 14 juillet, 3 mois plus tôt. Dans le coin inférieur se trouvait une photographie de la signature, et cette signature lui appartenait. Ce n'était pas un faux, et ce n'était pas un calque. C'était sans équivoque son écriture, la signature qu'elle avait pratiquée à 18 ans, quand elle avait dû signer les papiers pour recevoir l'indemnité de décès de son père pour la première fois. Elle n'avait jamais vu cette police d'assurance de sa vie. Brooklyn n'a pas pleuré. Elle n'a pas fait de bruit. Elle a simplement posé le papier sur la couverture et l'a aplati avec sa paume 2 fois, très lentement, comme si c'était la chose la plus importante qu'elle pouvait faire à ce moment-là. Puis elle a posé une seule question. 3 heures, c'est ça? Winston a hoché la tête. Elle a demandé à nouveau pour être certaine, sa voix toujours calme, s'il avait déposé la demande à peine 3 heures après qu'elle ait sombré. Winston a dit que c'était exact. Brooklyn a tourné son visage vers la fenêtre. Dehors, le jour avait déjà glissé dans l'après-midi. Elle a pensé que 3 heures, c'était à peine assez de temps pour qu'ils fassent leurs valises et soumettent une demande électronique depuis leur téléphone sur le chemin du retour à Chicago. Elle a pensé que son mari était assis là, remplissant un formulaire, alors qu'elle était encore sous l'eau. Et elle a réalisé quelque chose qu'elle ne pourrait mettre en mots que bien plus tard. Les gens ne déposent pas une demande aussi rapidement quand ils viennent de perdre quelqu'un. Ils agissent aussi vite seulement quand ils attendaient déjà. Winston s'est levé,
a rassemblé les papiers et les a posés sur la table à côté du lit. Il lui a dit de se reposer, que personne n'entrerait dans la chambre sans sa permission. Puis il est parti. Cette nuit-là, Brooklyn est restée éveillée, les yeux ouverts, jusqu'au matin. Elle n'a pas pensé au lac. Elle a pensé au 14 juillet, essayant de se souvenir où elle était ce jour-là, ce qu'elle avait signé et qui était assis à côté d'elle. Elle ne s'en souvenait pas, mais il y avait une chose qu'elle comprenait avec une clarté parfaite. Cela n'avait pas commencé le matin du 4 octobre. Pour comprendre pourquoi elle se tenait sur ce ponton, il fallait remonter 9 ans en arrière. Ces 9 années ont commencé par des matins à 5 heures au Puit's Diner à Bridgeport. Brooklyn déverrouillait les portes, allumait la cuisinière, et à 6 heures, elle était déjà derrière le comptoir depuis 1 heure. C'était son 6e double service consécutif cette semaine-là. Vers midi, quand l'affluence avait diminué, elle a sorti une vieille boîte en fer blanc de sous le comptoir et a compté ses pourboires. Elle les a comptés 2 fois, a plié les billets neufs soigneusement et les a mis de côté, puis a placé l'argent dans une enveloppe marquée de la date. Dot Puitz se tenait au bout du comptoir, la regardant. Elle a demandé combien d'heures Brooklyn avait travaillé cette semaine. Brooklyn a dit qu'elle ne s'en souvenait pas. Dot a dit qu'elle s'en souvenait et lui a donné le nombre. Puis Brooklyn a demandé plus de services ce week-end. Dot n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé les pieds de Brooklyn. La semelle de sa chaussure gauche s'était décollée à la pointe et Brooklyn l'avait réparée avec du ruban adhésif noir, en le pressant de l'intérieur pour que ça ne se voie pas, bien que le patch se soit estompé à force de passer des nuits à laver les sols. Dot a demandé à quoi Brooklyn économisait tout cet argent de pourboire, si elle ne pouvait même pas s'acheter une nouvelle paire de chaussures. Brooklyn a dit qu'elle ne dépensait pas cet argent. Dot a demandé ce qu'il advenait de son salaire. Brooklyn a dit qu'il y avait des choses dont elle devait s'occuper avec ça. Dot est restée silencieuse un moment, puis lui a dit « Tu travailles comme quelqu'un qui rembourse une dette que tu n'as jamais contractée. » Brooklyn a ri, lui a dit de ne pas dire des choses comme ça, puis s'est détournée pour prendre un chiffon et essuyer les tables. Mensural. Mais elle a fait une pause d'une demi-seconde avant de se tourner. Et Dot a vu cette demi-seconde. Elle a donné à Brooklyn 2 services de week-end supplémentaires, même si le restaurant n'avait besoin que d'une seule personne le week-end. Le mois suivant, elle a également laissé une nouvelle paire de chaussures sur le comptoir, prétendant qu'un client les avait oubliées, et Brooklyn les a prises sans poser d'autres questions. Le soir, Brooklyn rentrait à la maison de Marlene, dans le sud de Bridgeport. Elle et Bradley vivaient dans le sous-sol aménagé, la partie la plus basse de la maison, et ils y étaient depuis la 2e semaine après leur mariage. Au début, Marlene disait que c'était seulement temporaire, jusqu'à ce que Bradley soit installé dans son travail. 9 ans plus tard, ils y étaient toujours. Brooklyn préparait le dîner pour toute la famille, tous les jours. Quand la nourriture était prête, elle la montait à l'étage, et quand tout le monde s'asseyait à table, sa place était la chaise la plus proche de la cuisine. La chaise qui obligeait celui qui s'y asseyait à se lever chaque fois que quelqu'un voulait plus d'eau ou un autre morceau de pain. Personne ne lui avait assigné ce siège. Elle l'avait choisi elle-même lors du premier dîner de famille, et en 9 ans, personne ne lui avait jamais dit de s'asseoir ailleurs. À la fin de chaque mois, les factures de service public étaient posées face visible sur la table de la cuisine, et personne ne disait un mot. Brooklyn les ramassait et les payait. C'était la même chose avec les médicaments pour la tension de Marlene et ses pilules pour l'arthrite. Une fois par mois, Brooklyn les récupérait à la pharmacie en rentrant du restaurant. Vivien l'a vu une fois ranger les boîtes sur la table et a remarqué quelle belle sœur attentionnée elle était, puis est montée à l'étage. Personne dans cette maison n'a jamais demandé combien d'heures Brooklyn travaillait chaque semaine pour payer toutes ces choses. Bradley rentrait à 11 heures presque tous les soirs. Il ne s'expliquait pas, et à leur 3e année de mariage, elle avait cessé de demander. Son dîner était toujours mis de côté dans le four, et elle le réchauffait dès qu'elle entendait la porte s'ouvrir. Certaines nuits, elle s'endormait à la table de la cuisine et se réveillait au son de sa clé dans la serrure. Elle se levait quand même et réchauffait sa nourriture. Quand il finissait de manger, il laissait son bol où il était et elle le lavait. On pourrait se demander pourquoi une femme dans la vingtaine accepterait une vie comme celle-là. Mais la réponse ne se trouvait pas dans ces 9 années. Elle résidait dans tout ce qui était venu avant. La mère de Brooklyn est morte quand elle avait 12 ans. Après cela, il n'y avait que Brooklyn et son père dans un appartement loué.
pendant qu'il travaillait de nuit dans un atelier d'usinage à l'ouest de la ville. Quand Brooklyn a eu 18 ans, quelqu'un a appelé son école pour dire que son père n'avait pas survécu à son service cette nuit-là. Il n'y avait personne d'autre qu'elle pour organiser les funérailles. À 18 ans, Brooklyn a signé seul les papiers pour son indemnité de décès, assise dans une pièce avec 3 inconnus en costume en face d'elle. C'était la première fois de sa vie qu'elle devait signer son nom sur quelque chose d'important. Et elle avait pratiqué la signature au dos d'une facture avant d'entrer dans la pièce. Bradley Whitfield avait alors 23 ans et travaillait pour une entreprise de matériaux de construction. Il l'a rencontrée au restaurant où elle venait de trouver un emploi. Il est revenu tous les jours pendant 3 semaines consécutives. Il savait que son père était récemment décédé. Et un soir, après la fin de son service, il l'a attendue dehors et lui a dit quelque chose dont elle se souviendrait mot pour mot 9 ans plus tard. « Tu as une famille maintenant. Une fille de 18 ans qui vient d'enterrer son père n'a pas besoin de beaucoup de promesses. Elle n'a besoin que d'une seule phrase, prononcée exactement au bon moment. » Ils se sont mariés 4 mois plus tard à la mairie, avec 3 personnes présentes. Brooklyn a gardé Kowalski comme partie de son nom complet, parce qu'elle ne voulait pas que le nom de son père disparaisse de ses documents. Marlene a dit que c'était une petite chose, que ça n'avait pas d'importance. Et elle l'a dit avec la voix que quelqu'un pourrait utiliser en permettant à un enfant de garder un vieux jouet. Et pendant les 9 années suivantes, chaque fois que Brooklyn faisait quelque chose de mal dans cette maison, qu'elle oublie d'acheter du sel ou rentre une demi-heure en retard, la première chose que Marlene disait était toujours la même. Après tout, tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille. Les questions sur un petit enfant ont commencé la 4e année. Au début, ce n'était que des remarques enjouées faites au dîner. Puis ce sont devenues des questions directes. Puis le silence, chaque fois que quelqu'un de la famille élargie montrait des photos d'un nouveau bébé. La 6e année, Marlene a pris le rendez-vous elle-même. Elle a appelé la clinique du Dr. Peter Lohman dans le nord de Chicago, a mis le nom de Brooklyn sur le planning et ne lui en a parlé que ce soir-là. Elle a dit qu'il valait mieux y aller pour avoir l'esprit tranquille et que si quelque chose n'allait pas, il pourrait le traiter tôt. Brooklyn l'a remercié. Le premier rendez-vous était un mardi matin et Marlene l'a accompagnée. Elle s'est assise à côté de Brooklyn dans la salle d'attente. Et quand la réceptionniste a apporté une pile de papiers, c'est Marlene qui les a pris. Elle a tourné chaque page, les a parcourus du regard, puis a posé la pile sur les genoux de Brooklyn et a montré la dernière ligne. « Signe ici, ma chérie », a-t-elle dit. « Ce ne sont que des papiers d'assurance maladie. » Brooklyn a signé. Elle ne l'a pas lu. Elle avait travaillé le service de nuit précédent. Ses yeux la brûlaient et assise en face d'elle se trouvait la femme qui lui avait donné un toit quand elle n'avait plus personne. Les gens ne lisent pas attentivement les papiers que leur tend leur belle-mère. Elle a signé là où Marlene a montré, les a rendus, et Marlene a porté toute la pile au comptoir. Le Dr. Lohman était un homme d'une 50aine d'années avec une façon de parler douce, et il a appelé Brooklyn par son prénom dès leur rencontre. Il a prélevé des échantillons et lui a dit de rentrer chez elle et d'attendre. 3 semaines plus tard, les premiers résultats n'étaient pas concluants. Il a dit que d'autres tests étaient nécessaires. Le 2e rendez-vous a eu lieu 4 mois plus tard. Marlene l'a accompagné à nouveau, a pris la pile de papier à nouveau, a montré l'endroit où Brooklyn devait signer à nouveau et a répété exactement les mêmes mots. Brooklyn a signé. Cette fois, Lohman a dit que quelques-uns de ces niveaux étaient préoccupants, mais qu'il devait continuer à les surveiller, et il lui a demandé de revenir dans 1 an. Sa belle-mère est restée dans la salle d'examen pendant tout le rendez-vous, a posé de nombreuses questions et a rempli un petit carnet de notes. Sur le chemin du retour, elle a tenu la main de Brooklyn et lui a dit qu'elle resterait à ses côtés jusqu'à la toute fin. Brooklyn l'a cru. Il y a un détail que Brooklyn a remarqué, mais auquel elle n'a pas beaucoup pensé. Pendant les 2 rendez-vous, Bradley n'est jamais entré dans le cabinet du médecin. La première fois, il a dit qu'il était occupé sur un chantier. La 2e fois, il l'a conduite là-bas, mais est resté dans la voiture sur le parking, disant qu'il n'y avait aucune raison qu'il entre pour des affaires de femmes. Marlene a dit que tous les hommes étaient comme ça. Le 3e rendez-vous était le 14 juillet, 2 ans après le 2e. Brooklyn se souvenait de la date, parce qu'il avait fait chaud ce jour-là, et parce qu'elle avait échangé son service avec une collègue pour pouvoir y aller. Marlene l'a accompagnée comme toujours. Dans la salle d'attente, une autre pile de papier a été apportée, plus épaisse que les 2 précédentes,
et sa belle-mère l'a feuilletée avant de la poser sur ses genoux. « Signe ici, ma chérie. » Brooklyn a signé. Puis Marlene a tourné plusieurs autres pages et a montré un autre endroit. Ici aussi, Brooklyn a signé à nouveau. Elle n'a pas compté combien de fois elle a signé son nom ce matin-là, ni regardé le titre d'un seul document dans cette pile. Ce dont elle se souvenait plus clairement, c'était le sentiment d'anxiété dans son estomac et à quel point elle avait prié pour que cette fois, les nouvelles soient bonnes. Le docteur Lohmann l'a appelé vers midi. Il s'est assis, a placé les résultats des tests devant lui et a parlé plus lentement que lors des 2 premiers rendez-vous. Il a utilisé les mots « insuffisance ovarienne prématurée ». Il a dit que ses chances de tomber enceinte naturellement étaient presque inexistantes et que même avec une intervention médicale, le pronostic était très mauvais. Il a dit qu'il était profondément désolé. Marlene était assise à côté de Brooklyn avec une main posée sur son épaule et elle n'a pas posé une seule question. C'était la seule chose étrange à propos de ce matin-là, que la femme qui avait rempli un carnet entier lors des 2 rendez-vous précédents n'avait soudainement rien à demander. Brooklyn a remercié le docteur. Elle s'est levée, a marché dans le couloir et est entrée dans les toilettes au fond. Elle a verrouillé la porte, a ouvert le robinet, puis s'est assise et a pleuré. Elle a pleuré sans faire de bruit, les 2 mains couvrant sa bouche, parce qu'elle avait peur que quelqu'un à l'extérieur puisse l'entendre. Elle est restée là pendant environ 15 minutes. Quand elle est sortie, elle s'était lavé le visage, et elle a souri à la réceptionniste en passant devant le bureau d'accueil. Bradley attendait sur le parking. Il n'est pas sorti de la voiture. Il était assis là depuis plus de 2 heures. Quand Brooklyn a ouvert la portière et s'est installée sur le siège à côté de lui, il a demandé ce que le docteur avait dit. Elle a répété les mots du docteur exactement. Bradley a hoché la tête une fois, a démarré la voiture et n'a rien dit d'autre pendant tout le trajet de retour. Marlene était assise sur la banquette arrière. Dans le rétroviseur, Brooklyn l'a vu regarder par la fenêtre, son visage parfaitement calme. Ce soir-là, c'est Marlene qui a annoncé la nouvelle à toute la famille au dîner. Elle a dit que la fille ne pouvait pas avoir d'enfant et que le docteur avait déjà rendu son diagnostic final. Elle a parlé avec la voix de quelqu'un qui venait de finir de lire les résultats d'une analyse de sol. Personne n'a regardé Brooklyn. Elle était assise sur la chaise la plus proche de la cuisine, et 2 fois pendant ce repas, elle s'est levée pour apporter plus d'eau à tout le monde. Après cette soirée, Brooklyn a redoublé d'efforts. Elle a pris plus de services, s'est levée plus tôt, a cuisiné plus. Et chaque fois que Marlene avait besoin de quelque chose, Brooklyn était là avant même que la femme ne puisse l'appeler. Elle ne connaissait aucun autre moyen de compenser ce que le docteur avait conclu à son sujet. Bradley a commencé à rentrer de plus en plus tard. 11 heures est devenu minuit, puis il y a eu des nuits où il n'est pas rentré du tout, envoyant un seul message pour dire qu'il dormait sur le chantier. Elle n'a pas posé de questions. Puis, un jeudi au milieu de septembre, le Pwitz Diner était calme pendant l'accalmie du milieu de matinée, et Dot lui a dit de partir 2 heures plus tôt. Brooklyn n'est pas rentrée chez elle. Elle s'est arrêtée au marché pour faire des courses, a préparé un déjeuner à emporter, puis a conduit jusqu'au bureau de l'entreprise de matériaux de construction où travaillait son mari. Elle n'avait jamais apporté de déjeuner à son lieu de travail auparavant. Elle a pensé que c'était peut-être quelque chose qu'une femme devrait faire plus souvent. Elle s'est garée près de l'entrée du parking, est sortie avec le déjeuner et a vu le pick-up de Bradley garé dans la 2e rangée. Il y avait 2 personnes à l'intérieur. Il était au volant. À côté de lui se trouvait une femme que Brooklyn n'avait jamais vue auparavant. Il ne faisait rien. Il parlait seulement, et Bradley riait. Le genre de rire que Brooklyn n'avait pas vu sur son visage depuis des années. La femme a levé une main et a redressé son col. C'était tout. Mais il y a des gestes que les gens ne font qu'avec quelqu'un qu'ils connaissent intimement depuis très longtemps. Et Brooklyn est restée au bord de ce parking assez longtemps pour comprendre. Elle ne s'est pas approchée d'eux. Elle n'a pas frappé à la vitre du camion, n'a appelé personne, ni fait aucune des choses qu'une femme dans sa position avait tout à fait le droit de faire. Elle est retournée à sa voiture, a posé le déjeuner sur le siège à côté d'elle et est restée assise sans bouger pendant près de 10 minutes. Le récipient était encore chaud. Elle s'était levée plus tôt que d'habitude pour le préparer. Et sur le chemin, elle avait pensé à ce qu'elle dirait en entrant pour la première fois dans le bureau de son mari. Maintenant, elle ne pouvait plus penser à rien du tout. Puis elle est rentrée chez elle. Elle a préparé le dîner comme elle le faisait toujours. Elle a laissé la part de Bradley dans le four. Elle a fait la vaisselle, a essuyé la cuisinière,
et s'est assise à la table de la cuisine pour attendre. Il est rentré à 11h20. Brooklyn a réchauffé son dîner, l'a posé sur la table, puis s'est assise en face de lui. Elle a demandé comment s'appelait la femme. Les baguettes de Bradley se sont arrêtées. Il n'a pas demandé de qui elle parlait. Il n'a pas nié, n'a pas trouvé d'excuses, ni fait semblant d'être surpris. Il est simplement resté assis en silence pendant plusieurs secondes, puis lui a dit le nom de la femme, Sloane Rivers. Il a dit qu'elle travaillait au service comptabilité de l'un de leurs fournisseurs et qu'ils se connaissaient depuis plus d'1 an. Il a donné cette durée avec un calme parfait, comme si c'était le détail le moins important de l'histoire. Brooklyn a demandé s'il avait jamais eu l'intention de le lui dire. Bradley a dit qu'il avait voulu le faire de nombreuses fois, mais n'avait jamais trouvé le bon moment. Elle a demandé s'il n'y avait pas eu un seul bon moment en plus d'1 an. Il n'a pas répondu à cette question. Puis il a posé ses baguettes et a prononcé les mots dont, 9 ans plus tard, quand tout serait fini, elle se souviendrait plus clairement que le son de l'eau se refermant au-dessus de sa tête. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui puisse lui donner un enfant. Il a dit que ce n'était la faute de personne, Brooklyn. Il a dit que c'était simplement la vérité. Il a parlé avec la voix d'un homme expliquant un problème technique, sans aucune cruauté. Et c'est précisément ce qui l'a rendu plus cruel que n'importe quelle insulte aurait pu l'être. Brooklyn est restée silencieuse très longtemps. Aucun argument ne lui est venu à l'esprit. Elle n'a pas pensé à la façon dont il lui avait caché cela pendant plus d'1 an. Elle n'a pas pensé à la façon dont il était resté assis sur le parking de la clinique pendant 2 heures le jour où elle avait reçu son diagnostic. Elle a seulement pensé à ce que le docteur avait dit et à ce que sa belle-mère avait annoncé à table. Puis elle a fait la chose qui lui rendrait la respiration plus difficile chaque fois qu'elle s'en souviendrait. Plus difficile même que lorsqu'elle était sous le lac. Elle s'est excusée auprès de lui. Elle a dit « Je suis désolée ». Elle a dit qu'elle savait que c'était à cause d'elle, qu'elle avait essayé, et qu'elle verrait un autre docteur s'il le voulait. Elle a dit qu'elle trouverait un moyen. Bradley n'a pas répondu. Il a fini le dîner qu'elle venait de lui réchauffer, a laissé son bol sur la table, puis est descendue au sous-sol pour dormir. Brooklyn a lavé ce bol. Elle est restée à l'évier avec l'eau qui coulait, et y est restée longtemps après qu'il soit propre. Personne dans la maison n'a jamais mentionné ce qui s'était passé. Bradley rentrait toujours à 11 heures. Brooklyn réchauffait toujours son dîner, et ils se comportaient tous les deux comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Mais quelque chose avait changé à partir de ce jour. Chaque fois que Marlene regardait Brooklyn à travers la table du dîner, ce n'était plus le regard d'une belle-mère regardant une belle-fille qui n'avait pas réussi à lui donner un petit enfant. C'était le regard de quelqu'un qui calculait si un objet dans sa maison pouvait encore être utile à quoi que ce soit. Cet été-là, l'entreprise de Bradley a commencé à avoir des retards de paiement de salaire. Il a dit que c'était parce que des clients leur devaient de l'argent. Puis il a dit que la banque avait resserré leurs limites de crédit, puis il a cessé de dire quoi que ce soit. Certains soirs, toute la famille dînait sans que personne ne parle, et Brooklyn a compris que la situation était bien pire que ce qu'on lui avait dit. Fin septembre, Marlene l'a appelé dans le salon. Elle a fait du thé, lui a dit de s'asseoir, et a parlé très doucement. Elle lui a rappelé comment cette famille l'avait traité au cours des 9 dernières années. Elle a mentionné le sous-sol, les repas, et comment elle avait considéré Brooklyn comme une fille. Brooklyn a écouté et a hoché la tête. Puis Marlene a commencé à parler d'argent. Elle a dit qu'elle savait que Brooklyn avait des économies. Brooklyn a demandé comment elle le savait. Marlene a dit que ce n'était pas important. Ce n'est que plus tard que Brooklyn a réalisé qu'il y avait exactement une personne dans cette maison qui avait déjà vu ses relevés bancaires, et cette personne était son mari. Marlene a dit que l'entreprise de Bradley avait besoin de suffisamment d'argent pour rembourser la banque dans les 6 prochaines semaines, sinon il perdrait tout. Puis elle a nommé le montant. 180 000 $. La totalité. Brooklyn a demandé à nouveau pour être sûr d'avoir bien entendu, et Marlene a répété le chiffre sans scier. Elle a dit que cela sauverait toute la famille, que l'entreprise la rembourserait une fois rétablie, et que les membres d'une famille ne tenaient pas de compte entre eux. Brooklyn a dit non. Elle l'a dit très doucement, et la réponse l'a surprise elle-même. En 9 ans, elle n'avait jamais rien refusé à cette femme. Elle a dit que 90 000 $ provenaient de son père, qu'elle n'en avait jamais dépensé un seul centime, et que c'était la seule chose qu'il lui restait de lui. Elle a dit qu'elle avait économisé le reste, pour que si jamais quelque chose arrivait, elle ait de quoi se retourner. Elle a dit qu'elle leur prêterait une plus petite partie,
qu'elle ferait tout ce qu'elle pouvait, mais qu'elle ne leur donnerait pas tout. Marlene a posé sa tasse de thé. Elle n'a pas crié. Elle a dit que Brooklyn était entrée dans cette maison les mains vides et avec une valise abîmée. Elle a dit que cette famille lui avait donné un nom. Puis elle s'est tue et l'a regardé. Et Brooklyn a réalisé que la femme assise en face d'elle n'était pas du tout en colère. Elle attendait simplement de voir si Brooklyn changerait d'avis. Elle ne l'a pas fait. Marlene s'est levée, a rassemblé la théière et les tasses, et a dit que c'était bien. Elle trouverait un autre moyen. Au cours des 3 semaines suivantes, l'atmosphère dans la maison a complètement changé. Personne n'a élevé la voix contre Brooklyn. Personne ne l'a chassée du sous-sol. Mais chaque fois qu'elle entrait dans la cuisine, la conversation s'arrêtait au milieu d'une phrase. Et dès qu'elle partait, elle reprenait. Elle préparait toujours les repas, et tout le monde les mangeait toujours. Mais personne ne la remerciait plus, même pas avec le genre de remerciement négligent qu'il lui avait autrefois offert. Corey a commencé à venir souvent. Avant cela, il ne venait que pour les vacances, peut-être 2 ou 3 fois par an. Pendant ces 3 semaines, il est apparu presque tous les 2 jours, s'asseyant avec Marlene dans le salon pendant des heures. Et plusieurs fois, Brooklyn est rentrée pour trouver la porte du salon fermée. Il la saluait très poliment chaque fois qu'ils se rencontraient. Il lui a même demandé si le travail avait été fatigant dernièrement. Son mari ne lui avait pas posé cette question une seule fois en 9 ans, et c'est pourquoi Brooklyn s'en est souvenu. Vivienne, quant à elle, a commencé à emporter son téléphone partout. Elle le tenait dans sa main à tout moment, et chaque fois que Brooklyn entrait dans la pièce, Vivienne le levait à hauteur de poitrine sans parler, ses yeux ne regardant jamais l'écran. Une fois, Brooklyn a demandé ce qu'elle faisait. Vivienne a dit que ce n'était rien, puis a rangé le téléphone. Brooklyn pensait que sa belle-sœur l'enregistrait secrètement pour avoir de quoi rire avec d'autres personnes plus tard. C'est ce qu'elle croyait, et elle a laissé tomber, car en 9 ans, elle avait appris à laisser tomber beaucoup de choses. À la fin de la 3e semaine, Marlene l'a appelée au milieu de son service du matin. Sa voix était de nouveau chaleureuse, comme si rien ne s'était jamais passé. Elle a dit que cela faisait bien trop longtemps que la famille n'était allée nulle part ensemble. Elle a dit qu'elle avait loué une maison au bord du lac Geneva pour le week-end, que toute la famille irait, et qu'il était temps que tout le monde s'assoie, discute des choses correctement et mette le passé derrière eux. Brooklyn se tenait derrière le comptoir du restaurant, un chiffon de nettoyage toujours à la main, et elle s'est entendue dire que oui, elle irait. Elle a demandé à Dot de changer son service. Dot a demandé si elle était certaine, et Brooklyn a dit qu'après tout, c'était la seule famille qu'elle avait. Elle a travaillé le service du vendredi soir pour compenser. Et le samedi matin, dès la fin de son service, elle a conduit directement au lac. Elle avait cru qu'il l'invitait là-bas pour faire la paix. 2 mois après ce matin-là, dans le manoir de River Forest, Brooklyn était assise sur le bord du lit avec une copie de la police d'assurance entre les mains. Elle l'avait lue pas moins de 30 fois. Elle s'est tournée vers la page portant sa signature, l'a fixée longuement, et cette fois, elle a remarqué quelque chose qu'elle avait manqué auparavant. L'écriture penchait légèrement vers la droite, et la dernière lettre tremblait faiblement. Elle ne signait de cette façon que lorsque sa main n'était pas stable. Puis elle a regardé la date imprimée dans le coin supérieur, le 14 juillet. Elle est restée complètement immobile pendant un très long moment. Puis elle s'est levée, a ouvert la porte de la chambre, et est allée trouver l'homme qui l'avait sorti de l'eau. Mais la conversation qui a tout décidé avait eu lieu bien avant cela, le 6e jour après qu'elle ait été sortie du lac. À ce moment-là, Brooklyn pouvait de nouveau marcher. Elle a dit à Winston qu'elle voulait retourner à Chicago, qu'elle voulait aller au poste de police et qu'elle leur dirait tout. Il a écouté jusqu'à ce qu'elle ait fini. Puis il a demandé à qui elle comptait le dire et qui la croirait. Il lui a rappelé tout ce qu'elle avait lu dans le dossier. 4 personnes avaient fait des déclarations identiques. Un dossier médical montrait qu'elle avait une raison de se suicider. Et elle n'était qu'une serveuse sans parents, sans frères et sœurs, et personne qui pourrait se lever et vérifier un seul mot de ce qu'elle disait. Il lui a dit que si elle rentrait chez elle ce matin-là, toute la famille Whitfield le saurait avant midi. Puis il lui a donné 2 choix, parlant avec la voix d'un homme lisant les prévisions météorologiques. Le premier choix était de rentrer chez elle. Il pleurerait, il l'embrasserait, et il dirait que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Puis, quelque temps dans les 6 mois suivants, elle tomberait dans un escalier, prendrait le mauvais médicament, ou s'endormirait dans une pièce avec la cuisinière à gaz allumée.
Personne n'enquêterait parce que le dossier de sa dépression était déjà là, attendant. Le deuxième choix était de rester silencieuse, les laisser continuer à croire que c'était fini. Et pendant qu'il le croirait, elle aurait du temps. Brooklyn a demandé ce qu'il voulait. Elle a demandé directement, sans tourner autour du pot, car elle avait passé 9 ans à vivre avec des gens qui donnaient d'abord et exigeaient un paiement plus tard. Winston a dit qu'il ne voulait rien. Elle ne l'a pas cru. Elle le lui a dit. Elle a dit qu'en 27 ans, personne ne lui avait jamais rien donné sans prendre autre chose en retour. Qu'elle avait même payé pour un endroit où dormir, avec 9 ans de repas préparés et de factures réglées. Elle lui a dit de le dire maintenant. Elle voulait connaître le prix à l'avance. Winston n'a pas discuté. Il n'a fait aucune promesse et n'a offert aucune autre explication. Il lui a seulement dit d'attendre et de voir, puis s'est levé et est sorti. Cette nuit-là, Brooklyn est restée éveillée à penser à ses deux choix. Et près de l'aube, elle a réalisé qu'il n'y en avait toujours eu qu'un seul, car elle n'avait plus d'endroit où rentrer. 3 jours plus tard, l'histoire est parue dans un journal local du Wisconsin. Une femme de 27 ans avait disparu sur le lac Geneva le matin du 4 octobre. Sa famille l'avait signalée disparue et les équipes de recherche avaient travaillé pendant 2 jours. Puis, un rapport plus court est apparu à la fin de la semaine, seulement 3 lignes, disant que l'affaire avait été classée et qu'il n'y avait aucune indication de crime. Brooklyn l'a lu sur son téléphone en étant assise sur le bord du lit, et elle a lu ces mêmes 3 lignes 7 fois. Les funérailles ont eu lieu 10 jours plus tard à Bridgeport. Une chaîne de télévision locale est venue les filmer parce qu'une histoire de belle-fille se noyant sous les yeux de toute la famille de son mari était le genre de nouvelles que les gens aiment regarder en dînant. Brooklyn a regardé le reportage sur son téléphone la nuit suivante. Marlene se tenait devant la caméra, vêtue de noir, et elle pleurait. Elle a dit que la jeune fille avait été la fille qu'elle n'avait jamais eue. Elle a dit qu'elle ne se pardonnerait jamais de ne pas avoir couru plus vite. Ses larmes étaient réelles. Elle coulait jusqu'à son menton, et le journaliste a dû faire une pause et attendre qu'elle reprenne son calme. L'émission s'est terminée là, mais le caméraman n'avait pas éteint la caméra immédiatement. 9 secondes supplémentaires restaient dans la séquence originale publiée sur le site web de la chaîne. Et pendant ces 9 secondes, Marlene s'est détournée et s'est dirigée vers la voiture, et son visage était sec avant qu'elle n'ouvre la portière. Elle ne l'a pas essuyé. Le chagrin s'est simplement éteint en exactement 1 seconde, comme on ferme un robinet. Brooklyn a rejoué ce moment 4 fois. Elle avait vécu sous le toit de cette femme pendant 9 ans, et pas une seule fois elle n'avait réalisé qu'elle regardait une actrice. Puis elle a verrouillé son téléphone, l'a posé face contre table, et ne l'a pas rallumé pendant les 3 jours suivants. Ce soir-là, en bas dans le manoir, Enzo Baron se tenait en face de Winston et parlait plus fort qu'à son habitude. Enzo était aux côtés de cette famille depuis 30 ans. Il s'était assis à côté du père de Winston avant de s'asseoir à côté de Winston, et il était le seul homme de la maison autorisé à parler franchement. Il a dit qu'elle était une civile. Il a dit que pendant 30 ans, il n'avait pas impliqué de civils, ne les avait pas fait entrer dans la maison, et n'avait pas permis que leur nom apparaisse à côté des leurs dans aucun dossier. Il a dit qu'il y avait maintenant une femme légalement déclarée morte dans le Wisconsin, dormant à l'étage, et que si quelqu'un voulait un jour un moyen de frapper Winston Marchetti, il n'aurait pas besoin de chercher autre chose. Il a dit qu'il n'y avait aucun avantage à cela. Pas $1, pas une connexion, pas une seule chose. Il a demandé pourquoi. Winston ne l'a pas interrompu une seule fois. Quand Enzo a eu fini, Winston s'est versé un verre d'eau, a pris une gorgée, puis l'a posé. Il a dit qu'il s'était tenu sur cette rive une fois auparavant et était rentré les mains vides. Il a dit qu'il n'y aurait pas de deuxième fois. Brooklyn a entendu ces mots. Elle se tenait sur le palier de l'escalier, n'écoutant pas délibérément. Elle était seulement descendue pour de l'eau et s'était arrêtée à ce moment précis. Elle n'a pas compris de quoi Winston parlait. Mais cette phrase sur la rive du lac est restée dans son esprit pendant des jours. Et chaque fois qu'elle y pensait, autre chose refaisait surface. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, comme regarder un visage familier et être incapable de se souvenir où on l'avait vu auparavant. La 4e nuit, elle lavait un verre à l'évier de la cuisine du manoir. Et c'est le son de l'eau qui a ramené le souvenir. Mars de l'année précédente, 2 heures du matin. Puits restait ouvert toute la nuit le week-end. Et Brooklyn prenait le service de nuit car il payait $1,50 de plus de l'heure. Il pleuvait cette nuit-là, et il n'y avait que 3 clients dans le restaurant. Un homme est entré,
s'est assise sur le tabouret au fond du comptoir et n'a rien commandé. Brooklyn lui a apporté un menu. Il l'a remercié, mais ne l'a pas ouvert. Elle lui a versé un verre d'eau et il l'a remercié à nouveau. Puis il est simplement resté assis là. 15 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Il n'a pas regardé son téléphone ni vers la porte. Il était seulement assis, le dos droit, fixant le comptoir devant lui, ses mains croisées l'une sur l'autre. Le cuisinier de nuit a passé la tête hors de la cuisine et a demandé si elle avait besoin qu'il appelle quelqu'un. Brooklyn a dit non. Elle était derrière ce comptoir depuis 8 ans et elle connaissait la différence entre un homme ivre, un homme attendant de créer des problèmes, et un homme qui ne voulait tout simplement pas rentrer chez lui. Après environ 1 heure, elle lui a préparé une assiette d'œufs et de toast. Elle n'a pas demandé s'il voulait quelque chose à manger, car elle savait qu'il dirait non. Elle l'a simplement apporté, l'a posé devant lui avec un couteau et une fourchette, et a dit que la cuisine avait accidentellement fait une assiette en trop, et qu'il pouvait l'aider à la finir pour qu'elle ne soit pas gaspillée. Puis elle est allée essuyer les tables de l'autre côté du restaurant. Quand elle est revenue, l'assiette était propre. L'homme s'est levé et a mis son manteau, puis a posé un billet de 500 $ sur le comptoir. Brooklyn a regardé l'argent, puis lui. Elle a dit que le repas coûtait 7,25 $ et que s'il voulait payer, elle le mettrait sur une note. Il lui a dit de le garder. Elle a repoussé le billet vers lui et a dit que tout le monde payait le même prix ici, monsieur. Elle a dit que le repas était pour elle. L'homme l'a regardé un long moment. Puis il a ramassé le billet, l'a plié, l'a glissé dans sa poche, l'a remercié et est sorti. Elle n'a pas demandé son nom. Il ne l'a pas offert. À la porte, il s'est arrêté une demi-seconde, a tourné la tête pour regarder le comptoir une fois, puis est parti. Le lendemain matin, Brooklyn avait oublié la rencontre. De la même manière que les gens oublient la plupart de ce qui se passe pendant un service de nuit. Brooklyn se tenait à l'évier avec le verre à la main et l'eau qui coulait toujours. Puis elle est allée trouver Winston. Il était assis dans son bureau. Elle lui a demandé directement si c'était lui. Le restaurant à Bridgeport, mars de l'année dernière, 2 heures du matin. Winston n'a pas semblé surpris. Il a posé son stylo et a dit oui. Brooklyn a demandé pourquoi il était assis seul dans un restaurant à Bridgeport à 2 heures du matin sans rien commander. Winston est resté silencieux un bon moment. Puis il lui a donné un nom. Gianna Marchetti, sa sœur cadette. Elle avait 22 ans. 10 ans plus tôt, pendant la première semaine d'octobre, elle était allée au lac Geneva avec plusieurs amis, et elle n'était jamais revenue. Winston a raconté l'histoire sans un seul mot inutile. Il n'a pas nommé les amis, ni dit ce qu'ils avaient fait ou manqué de faire. Il a dit qu'il était à Chicago quand l'appel est arrivé. Il a dit qu'il avait fait le trajet de 90 minutes en 79 minutes. Puis il lui a donné le dernier chiffre, parlant avec la voix d'un homme qui l'avait compté encore et encore pendant 10 ans. 11 minutes. Il était arrivé 11 minutes trop tard. Brooklyn a demandé ce que mars avait à voir avec ça. Winston a dit que l'anniversaire de Gianna était en mars. Il a dit que chaque année, le jour de son anniversaire, il conduisait sans but dans la ville jusqu'à l'aube. Et cette nuit-là, il s'était arrêté au premier restaurant qu'il avait vu avec ses lumières encore allumées. Il a dit que pendant toute cette nuit, personne n'avait demandé qui il était. Personne n'avait voulu quoi que ce soit de lui. Et une femme lui avait servi une assiette de nourriture et avait menti en disant que la cuisine en avait fait une de trop. Il a dit qu'en 15 ans, personne ne lui avait jamais repoussé son argent. Brooklyn s'est assise sur la chaise en face de lui. Elle a demandé si c'était pour ça qu'il avait sauté dans le lac. Winston n'a pas répondu. Il a regardé par la fenêtre un moment, puis a dit que pendant 10 ans, il s'était tenu sur cette rive et avait regardé l'eau qui lui avait pris quelqu'un. Il a dit que cette année, elle lui avait rendu quelqu'un. Il a dit qu'il n'avait aucune intention de demander pourquoi. Brooklyn ne pouvait pas parler. Elle est restée assise là en silence, pensant à cette nuit de mars, à une assiette d'œufs qui avait coûté 7,25 $, à la façon dont elle l'avait préparée, seulement parce qu'elle avait vu un homme assis trop longtemps sans manger. Elle l'avait oublié en un jour, et 9 mois plus tard, cette nuit oubliée était la seule chose qui se tenait entre elle et le fond du lac Geneva. Le lendemain matin, Brooklyn a dit à Winston qu'elle voulait savoir ce qui lui était arrivé. Elle a dit qu'elle ne prévoyait pas de se venger de qui que ce soit. Elle a dit qu'elle était restée éveillée toute la nuit à réfléchir et que la seule chose qu'elle voulait, c'était de comprendre pourquoi.
parce qu'elle avait vécu dans cette maison pendant 9 ans et ne pouvait pas accepter de n'avoir rien vu de tout cela. Winston a écouté jusqu'à ce qu'elle ait fini. Il ne lui a pas conseillé quoi faire. Il ne lui a pas dit qu'elle devrait oublier et il ne lui a pas dit qu'elle devrait aller jusqu'au bout. Il a simplement écrit un nom sur un morceau de papier et le lui a glissé. Ellis Ward. En dessous, il y avait un numéro de téléphone. Il a dit que cet homme avait passé 19 ans à enquêter sur des crimes financiers pour une agence fédérale et travaillait maintenant en privé, et que si elle appelait, elle devrait simplement donner son nom sans mentionner celui de Winston. Puis il est retourné à son travail. Brooklyn a pris le morceau de papier dans sa chambre et est restée à le regarder tout l'après-midi. Elle a appelé à 4 heures. Ellis Ward est arrivé 2 jours plus tard. C'était un homme mince aux cheveux argentés, portant une mallette et un vieil ordinateur portable. Il n'a pas demandé ce qu'elle avait traversé. Sa première question a été de savoir si elle avait réussi à garder des documents, et sa deuxième, si elle se souvenait de dates précises. Brooklyn lui a donné le dossier que Winston lui avait donné. Ellis a lu pendant 40 minutes sans dire un mot, puis il est revenu à la police d'assurance, a posé un doigt sur le coin supérieur droit et a demandé où elle était, le 14 juillet de l'année précédente. Brooklyn a dit qu'elle était à la clinique du Dr. Lohman. Ellis n'a rien dit de plus. Il a ouvert son ordinateur, a tapé quelques lignes, a passé 2 brefs appels et est revenu 3 jours plus tard avec une autre pile de papier. C'était le dossier complet que la compagnie d'assurance avait en sa possession. Ellis l'a posé sur la table, l'a ouvert à une page qu'il avait déjà marquée et lui a dit de regarder attentivement. La police d'assurance vie faisait 21 pages. La signature de Brooklyn était à la page 14. Puis Ellis a ouvert le deuxième dossier, les dossiers médicaux de la clinique de ce même 14 juillet. Il lui a montré l'ordre dans lequel les pages avaient été numérisées dans le système. Consentement pour les tests, consentement pour le traitement, puis 3 pages qui n'appartenaient pas à la clinique, puis le formulaire de consentement autorisant l'utilisation des informations médicales. Ellis a dit que ces 3 pages avaient été glissées au milieu de la pile, et que toute la pile lui avait été remise pour qu'elle signe tout en même temps dans la salle d'attente avant de voir le docteur. Brooklyn est restée assise à regarder ses papiers très longtemps. Elle s'est souvenue de la salle d'attente. Elle s'est souvenue de Marlene tournant chaque page et la posant sur ses genoux. Elle s'est souvenue avoir signé 3 ou 4 fois, sans lire une seule ligne, parce que Marlene avait dit que c'était des formulaires d'assurance maladie. Parce que Brooklyn avait travaillé toute la nuit précédente, et parce que c'était sa belle-mère. Puis elle s'est souvenue de ce qu'elle avait remarqué en étant assise sur le bord du lit quelques jours plus tôt, que la dernière lettre de sa signature tremblait légèrement. Elle a posé une question à Ellis. Elle a demandé si ces 3 pages étaient au début de la pile ou à la fin. Ellis a dit qu'elles étaient à la fin. Brooklyn a hoché la tête. Maintenant, elle comprenait. Elle avait signé les premières pages dans la salle d'attente alors que son esprit était encore clair. Elle avait signé les dernières après être sortie du cabinet du médecin, quand Marlene l'avait arrêtée dans le couloir et avait dit qu'il y avait encore quelques endroits qu'elle avait manqués. Brooklyn venait d'entendre que ses chances étaient presque inexistantes. Elle venait de passer 15 minutes dans les toilettes au bout du couloir. Sa main tremblait. Ses yeux étaient gonflés, et elle avait signé là où Marlene montrait sans regarder, exactement comme elle le faisait toujours. Brooklyn a posé sa main sur le document et n'a rien dit pendant très longtemps. Puis elle a prononcé une seule phrase à voix haute. « Alors je l'ai vraiment signé moi-même. » Ellis a dit oui. Il a ajouté que c'était sa signature authentique, pas un faux, et que légalement, c'était la chose la plus difficile à surmonter. Mais ensuite, il s'est tourné vers la dernière page et a dit qu'ils avaient fait une erreur. Il a montré 2 dates. La police avait été signée le 14 juillet. La demande avait été déposée le 4 octobre. Il a dit que cela faisait moins de 3 mois. Il a dit qu'aucune compagnie d'assurance en Amérique ne paierait 500 000 $ sur une police en vigueur depuis moins de 3 mois sans ouvrir une enquête. Il a dit que c'était la procédure standard dans tous les cas et ne nécessitait aucune accusation de personne. Il a dit que s'ils avaient su attendre 2 ans, peut-être que personne n'aurait jamais posé de questions. Mais ils n'avaient même pas pu attendre 40 minutes. Brooklyn est restée assise en silence. Elle a pensé que la chose qui l'avait tuée était une signature qu'elle avait écrite de sa propre main, et que la chose qui la sauvait maintenant était l'impatience des personnes mêmes qui se tenaient sur ce ponton. Elle a demandé à Ellis par où il devait commencer. Ellis a fermé son ordinateur portable et a dit qu'il commencerait par le docteur.
Il a fallu 11 jours à Ellis Ward. La clinique du Dr Lohman avait changé son système de stockage de dossiers 3 ans plus tôt, et la numérisation dans l'ordinateur ne montrait que la version finale. Mais chaque clinique avait des employés qui partaient, et certaines personnes partaient parce qu'elles avaient vu quelque chose qu'elles ne voulaient plus jamais voir. Ellis a trouvé une infirmière qui avait quitté son poste au printemps de l'année précédente. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle a posé une seule question. Si la femme dans ce dossier était toujours en vie. Et quand Ellis a dit qu'elle l'était, l'infirmière est allée chercher une enveloppe qu'elle avait gardée dans une armoire pendant 18 mois. Ellis l'a ramenée le jeudi après-midi. Il n'a rien expliqué à l'avance. Il a simplement placé 2 feuilles de papier sur la table devant Brooklyn, côte à côte, et lui a dit de les lire. La feuille de gauche était son résultat de test original, daté du 14 juillet. Sous la conclusion, il y avait une seule ligne. Toutes les valeurs dans les limites normales. Aucune anomalie détectée. Brooklyn a lu cette ligne 3 fois, puis elle a regardé la feuille de droite. C'était un résultat de test, portant le nom de Bradley Whitfield, effectué à la même clinique et daté de 2 ans plus tôt. La conclusion indiquait qu'aucun spermatozoïde n'avait été trouvé dans l'échantillon. Et en dessous, il y avait une note manuscrite du Dr Lohman recommandant que le patient revienne pour une consultation. Il n'y avait aucune trace de rendez-vous de suivi. Brooklyn a étudié la date sur cette feuille et a réalisé qu'elle tombait pendant la période où son mari lui avait dit qu'il subissait un examen médical de routine pour son entreprise. Ellis a placé un relevé bancaire sur la table à côté. 25 000 $ transférés du compte personnel de Marlene Whitfield à une société de conseil médical dont le seul propriétaire était Peter Lohman, 9 jours après la date du résultat de test de droite. Ellis a seulement dit que les 2 dossiers avaient été échangés et qu'à partir de ce moment, tout ce qui était entré dans le dossier médical de Brooklyn avait été écrit pour correspondre à la conclusion déjà en place. Brooklyn n'a rien dit. Elle est restée assise là très longtemps, les 2 mains posées sur la table, les yeux baissés vers les 2 feuilles de papier. Elle a pensé aux 3 rendez-vous chez le médecin. Elle a pensé au dîner où Marlene avait annoncé la nouvelle à toute la famille avec la même voix que quelqu'un pourrait utiliser pour lire un rapport d'analyse de sol. Elle a pensé à la nuit où elle s'était assise en face de son mari à la table de la cuisine et s'était excusée auprès de lui. Elle a pensé aux 9 années qu'elle avait passées assise sur la chaise la plus proche de la cuisine, parce qu'elle croyait devoir compenser la seule chose qu'elle ne pouvait pas leur donner. Puis elle a parlé très doucement, presque pour elle-même. Alors il n'y a jamais eu de problème avec moi. Puis elle a dit, « Toutes ces années, il n'y a jamais eu de problème avec moi. » Ellis n'a pas répondu. Il a rassemblé les papiers dans sa mallette, a dit qu'il lui laisserait toutes les copies, puis est rentré chez lui. Ce soir-là, Brooklyn est descendue trouver Winston. Elle a posé le dossier sur son bureau et lui a dit qu'elle voulait qu'il s'en occupe. Elle a dit qu'il pourrait le faire en une seule nuit, qu'elle savait qu'il le pouvait et qu'elle ne demanderait pas comment il avait fait. Winston a regardé le dossier. Il ne l'a pas pris. Il a dit que s'il faisait cela pour elle, elle serait toujours une femme laissant quelqu'un d'autre décider du cours de sa vie. Elle ne ferait que changer de maître. Puis il a repoussé le dossier vers elle et a dit que ses mains lui appartenaient. Brooklyn est restée là un moment. Elle était sur le point de dire quelque chose, mais ne l'a pas fait. Elle a pris le dossier et est montée. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Elle est restée assise sur le bord du lit avec les 2 résultats de test côte à côte sur la couverture et elle a pensé que si Winston avait accepté, elle n'aurait plus rien à faire le matin et une fois de plus, elle serait la personne assise à attendre que quelqu'un d'autre décide. Le lendemain matin, elle est descendue à la cuisine peu avant 6 heures et quelqu'un était déjà là. Rosa Marchetti, la mère de Winston, divisait de la pâte en portions sur la table. Elle a vu Brooklyn debout dans l'embrasure de la porte, mais elle n'a pas demandé si elle avait bien dormi ou si elle allait bien. Elle a simplement incliné la tête vers la chaise à côté d'elle et lui a dit de s'approcher. Puis, elle a poussé une portion de pâte sur la table. Brooklyn s'est assise et a commencé à la pétrir. Les 2 femmes ont travaillé en silence pendant environ 20 minutes. Rosa n'a pas posé de questions sur le lac Geneva. Elle n'a pas posé de questions sur la maison des Whitfield. Elle n'a pas demandé ce que Brooklyn avait l'intention de faire ensuite. Elle a corrigé les mains de Brooklyn une seule fois, lui disant de ne pas appuyer si fort. Quand la pâte a été finie, Brooklyn s'est levée pour se laver les mains, puis s'est reculée vers la porte et s'est arrêtée sur le seuil, à l'endroit exact où elle s'était tenue pendant des semaines. Chaque fois que quelqu'un d'autre était dans la pièce.
Rosa a levé les yeux vers elle. Elle a dit à Brooklyn de ne plus se tenir dans les embrasures de porte. Elle a dit que dans cette maison, Brooklyn n'avait pas à se battre pour une place. Sa place était déjà là. Puis Rosa s'est retournée vers sa patte comme si elle venait de commenter la météo. Brooklyn est restée sur le seuil quelques secondes de plus. Puis elle s'est rassise. Et elle a pleuré. Elle a pleuré pour la première fois depuis qu'elle avait été sortie de l'eau. Silencieusement, les deux mains couvertes de farine posées sur la table. Et elle ne les a pas levées pour cacher son visage. Rosa n'a rien dit. Elle a simplement continué à pétrir sa pâte. Et de temps en temps, elle poussait la serviette vers Brooklyn. Brooklyn a pris le rendez-vous sous son vrai nom. Elle a appelé la clinique le lundi matin, a dit qu'elle était une ancienne patiente, et la réceptionniste a répété son nom une fois, avant de se taire un bon moment, puis l'a programmée pour le dernier rendez-vous le mercredi après-midi. Elle y est allée seule. Winston n'a pas demandé si elle avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner, et elle ne le lui a pas demandé. Ce matin-là, il l'a simplement regardé porter le dossier vers la porte sans dire un mot. Elle a conduit elle-même, s'est garée sur le parking et n'a pris qu'un seul dossier à l'intérieur. Il contenait 2 résultats de test et un relevé bancaire. Peter Lohman s'est levé quand elle est entrée dans son bureau. Il ne l'a pas saluée. Son visage était devenu pâle au moment où elle a ouvert la porte, car il avait vu son nom sur le planning depuis le lundi matin et avait eu près de 3 jours pour réfléchir à la raison pour laquelle une femme légalement déclarée morte dans le Wisconsin avait pris rendez-vous à sa clinique. Brooklyn s'est assise sur la chaise du patient, la même chaise qu'elle avait occupée lors de ses 3 visites précédentes. Elle n'a rien dit sur le lac. Elle a ouvert le dossier, a retiré les 3 feuilles de papier, les a posées sur le bureau devant lui, les a tournées pour qu'elles soient dans le bon sens, puis les a poussées. Elle lui a dit de les lire. Lohman n'en avait pas besoin. Il a regardé la 3e page, le relevé bancaire, puis s'est assis. Brooklyn a dit qu'elle n'était pas venue demander pourquoi. Elle savait déjà pourquoi. Elle a dit qu'elle était venue lui donner 2 choix, et elle a parlé avec la même voix calme qu'elle avait entendu quelqu'un utiliser avec elle peu de temps auparavant. Le premier choix était qu'il rédige lui-même une déclaration complète, avouant tout au Conseil de l'Ordre des médecins de l'Illinois, et la soumette avant qu'elle ne quitte cette pièce. Le deuxième choix était qu'il ne fasse rien, auquel cas ces 3 documents seraient soumis au Conseil, avec sa plainte civile, et il ne serait plus celui qui prendrait l'initiative. Quand elle a fini, elle est restée assise en silence. Elle n'a pas ajouté un autre mot de menace. Elle n'a mentionné aucun nom autre que le sien. Lohman est resté assis là pendant 4 minutes. Il a essayé une fois. Il a dit que la situation était plus compliquée qu'elle ne le comprenait, que Madame Whitfield était venue le voir dans des circonstances très difficiles et qu'il avait des difficultés financières à l'époque. Brooklyn ne l'a pas interrompu. Elle a simplement attendu qu'il ait fini, puis a demandé à nouveau lequel il choisissait. Lohman s'est affaissé sur sa chaise. Puis il a fait quelque chose que Brooklyn n'avait pas prévu. Il a ouvert un tiroir de bureau, a sorti un vieux téléphone portable, l'a déverrouillé et l'a poussé vers elle. Il contenait tous les messages textes échangés entre lui et Marlene Whitfield sur une période de 2 ans. Il a dit qu'il les avait gardés depuis le début. Il a dit qu'il les avait sauvegardés parce qu'il savait que si la vérité éclatait un jour, il serait la première personne qu'il pousserait en avant pour prendre le blâme. Brooklyn a pris le téléphone. Elle a lu les premiers messages. L'un d'eux venait de Marlene, envoyé la veille du 3e rendez-vous de Brooklyn, demandant s'il y avait un moyen de rendre la conclusion plus définitive. Brooklyn a arrêté de lire là, car il y a des choses qu'une personne n'a pas besoin de finir de lire pour comprendre. Elle s'est levée, a remis les 3 documents dans le dossier et a quitté le bureau. La déclaration de Peter Lohman a été soumise cette nuit-là. Puis tout a commencé à s'effondrer plus vite que Brooklyn ne l'avait imaginé, sans un seul appel de Winston Marchetti. La compagnie d'assurance avait déjà ouvert une enquête en octobre, et maintenant elle avait encore plus de raisons de geler la demande, laissant la requête pour le paiement de 500 000 $ en suspens indéfiniment. En examinant les dossiers de prêt de Bradley, sa banque a découvert que les revenus déclarés dans ses états financiers des 2 années précédentes ne correspondaient pas au flux de trésorerie réel de l'entreprise. L'entreprise de matériaux de construction a fait faillite en 6 semaines. Le camion de financement de Corey Whitfield a été saisi et sa licence professionnelle a été suspendue après qu'un autre prêt ait fait surface lors du même examen. L'hypothèque inversée de Marlene sur la maison de Bridgeport a été rappelée parce que des parties de sa déclaration de patrimoine étaient inexactes,
chose que personne n'a découverte jusqu'à ce que son nom apparaisse dans la confession écrite d'un médecin. En 9 semaines, la famille qui s'était autrefois assise autour de la table à manger pendant que Brooklyn se levait pour verser de l'eau à chacun d'eux avait perdu l'entreprise, le camion et la licence, et était sur le point de perdre la maison également. Brooklyn n'était présente pour rien de tout cela. Elle était assise à River Forest et lisait chaque brève mise à jour qu'Ellis Ward lui envoyait. Elle ne ressentait aucun plaisir. Elle ne ressentait aucun regret non plus. Elle a seulement remarqué une chose. Elle n'avait pas eu besoin de lever la main contre qui que ce soit. Tout ce qu'elle avait fait, c'était de porter 3 feuilles de papier au bon endroit et de les poser. Et elle a pensé que pendant 9 ans, simplement parce qu'elle n'avait pas lu les papiers que les gens plaçaient devant elle, ils avaient pu réécrire sa vie du début à la fin. Au cours de cet examen, Ellis Ward a envoyé à Brooklyn les dossiers financiers complets de chaque membre de la famille Whitfield. Elle les a tous lus. Le dossier de Vivian était le plus mince, et Brooklyn l'avait presque ignoré jusqu'à ce qu'elle remarque une dette différente de toutes les autres. Ce n'était pas une dette de carte de crédit. Ce n'était pas un prêt automobile. C'était une facture médicale impayée d'un hôpital pour enfants de Chicago, au nom de Vivian Whitfield, avec Hazel Whitfield, 8 ans, nommée comme patiente. Brooklyn est restée à regarder ce nom pendant un long moment. Elle se souvenait de la petite fille. Hazel était la seule personne dans cette maison qui l'appelait Tante Brooklyn. Et chaque fois que la famille s'asseyait pour dîner, elle était la seule à demander pourquoi Tante Brooklyn devait continuer à se lever. Ellis a passé 2 jours de plus à enquêter pour elle. Hazel avait une valve cardiaque rétrécie que les médecins surveillaient depuis ses 6 ans, et une intervention chirurgicale avait été recommandée au printemps. Vivian l'avait reportée 3 fois. La première fois, c'était parce que l'assurance ne couvrait pas la totalité du solde. La deuxième, parce qu'elle n'avait pas réussi à réunir assez pour la quote-part. La troisième, c'était le mois précédent, après que tout se soit effondré dans la maison des Whitfield. Brooklyn a demandé à Ellis combien il manquait encore. Il lui a donné le chiffre, et c'était un montant qu'elle avait eu plus qu'assez sur son propre compte en banque 9 ans plus tôt. Elle est restée assise en silence pendant près d'1 heure. Elle a pensé à la femme qui s'était tenue sur le ponton et avait levé son téléphone. Elle a pensé qu'elle ne devait rien à cette femme, et que si quelqu'un dans cette maison méritait de voir son enfant attendre une opération, c'était la femme qui était restée là à regarder Brooklyn sombrer. Elle y a pensé longtemps et n'y a vu aucun mal. Puis elle a pensé à la fillette de 8 ans dans ce dossier, et elle a réalisé que l'enfant n'avait jamais rien fait du tout. Le lendemain matin, Brooklyn a appelé Ellis et lui a demandé de trouver un fonds d'aide médicale pour enfants en Illinois, un qui acceptait les dons désignés et gardait l'identité du donateur confidentiel. Il en a trouvé 3. Elle en a choisi un, a transféré la totalité du montant encore nécessaire et a signé une demande pour que son identité reste privée. Ils ont demandé si elle voulait laisser un message pour la famille du patient. Elle a dit non. L'opération de Hazel a été reprogrammée pour 11 jours plus tard. Brooklyn a appris le résultat par un bref message qu'Ellis lui a envoyé ce soir-là, disant que l'opération était terminée et que la petite fille allait bien. Elle a lu le message 2 fois, a éteint son téléphone et n'en a parlé à personne. Elle n'a pas dit à Ellis pourquoi elle l'avait fait. Elle n'a pas dit à Winston. Elle ne s'est même pas dit qu'elle avait fait quelque chose de gentil. Elle a seulement pensé une chose, que la petite fille n'était pas sur le ponton ce jour-là. Et puis elle est allée dormir. Quelques soirs plus tard, Winston a demandé ce qu'elle prévoyait de faire ensuite. Il a demandé nonchalamment alors qu'ils étaient tous les deux assis dans la salle à manger après le dîner. Brooklyn a dit qu'elle ne savait pas. Puis elle a ajouté quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de dire. Elle lui a dit qu'elle ne le comprenait pas. Que 3 mois s'étaient écoulés, et qu'il ne lui avait toujours rien demandé, et que cela l'effrayait plus que s'il l'avait fait. Winston n'a pas répondu immédiatement. Elle a continué. Elle a dit qu'à 18 ans, quelqu'un lui avait promis une famille, et qu'elle avait perdu 9 ans de sa vie. Elle a dit qu'une femme l'avait appelée sa fille, et que Brooklyn avait failli perdre la vie. Elle a dit qu'à chaque fois qu'elle faisait confiance à quelqu'un, elle perdait quelque chose. Et maintenant qu'elle n'avait plus rien à perdre, elle ne savait pas ce qu'elle perdrait cette fois. Elle lui a dit qu'elle ne savait pas comment faire confiance à qui que ce soit, et elle s'en est excusée. Winston a posé son verre. Il l'a regardé un moment, puis a dit qu'il n'avait pas besoin qu'elle lui fasse confiance. Il avait besoin qu'elle vive. Puis s'est levé, il est parti sans un autre mot, sans la toucher, sans faire une seule promesse.
Brooklyn est restée seule à la table de la salle à manger. Elle avait déjà préparé plusieurs réponses dans son esprit pour quand il essaierait de la réconforter. Mais il ne l'avait pas réconfortée, et elle n'en avait aucune utilité. Ce fut la première nuit depuis octobre où elle a dormi d'une traite jusqu'au matin. Mais quelque chose se passait de l'autre côté de la ville que Brooklyn n'apprendrait que bien plus tard. 2 ans plus tôt, lorsque l'entreprise de matériaux de construction a commencé à manquer de capitaux, et que la banque a rejeté Bradley Whitfield pour la 2e fois, il avait emprunté 400 000 $ par l'intermédiaire d'un homme nommé Ruben Castellano. L'argent n'appartenait pas à Castellano. Il appartenait à Milos Kovac. Bradley n'avait pas payé un seul dollar d'intérêt au cours des 8 mois précédents. Et lorsque l'entreprise a fermé, Kovac a compris que l'argent était perdu. Puis quelqu'un lui a dit que la femme décédée de Bradley Whitfield vivait maintenant dans une maison à River Forest. Kovac a convoqué Bradley. Il n'a plus demandé l'argent. Il a dit qu'il y avait un moyen d'effacer toute la dette de 400 000 $. Et tout ce que Bradley avait à faire était de faire sortir sa femme de cette maison une fois, à un endroit choisi par Kovac. Bradley Whitfield n'a posé qu'une seule question, si effacer signifiait vraiment effacer. Puis il a accepté. C'était la 2e fois qu'il vendait sa femme, et cette fois, il y avait un prix réel. Début janvier, Marlene Whitfield a organisé un service commémoratif dans une église de Bridgeport pour marquer le 3e mois depuis la mort de sa belle-fille. Ellis Ward a immédiatement compris son but. La demande d'assurance était toujours gelée, et le seul moyen de faire pression sur une compagnie d'assurance était de transformer l'affaire en une histoire qui gagnerait la sympathie du public. Elle a invité tout le quartier. Elle a appelé la même chaîne de télévision qui avait filmé l'histoire en octobre. Brooklyn connaissait la date et l'heure à l'avance. Elle est restée assise dans sa chambre un long moment ce matin-là, puis a ouvert le placard et a sorti l'uniforme de serveuse qui avait été lavé et plié depuis octobre. Elle l'a mis. C'était la seule chose dans sa vie que les Whitfield n'avaient jamais touchée parce qu'elle lui appartenait, parce qu'elle l'avait gagnée elle-même et parce qu'elle le portait ce matin-là. Elle a conduit seule à Bridgeport. Elle est entrée dans l'église alors que le service était déjà à mi-chemin, juste au moment où Marlene se tenait à la chaire pour parler de la fille qu'elle n'avait jamais eue. Brooklyn n'a pas marché jusqu'à l'avant. Elle s'est simplement tenue au bout de l'allée centrale et y est restée jusqu'à ce que la première personne se retourne. Puis la 2e rangée s'est retournée, puis toute l'église s'est retournée. Marlene l'a vue en dernier. Elle tenait un verre d'eau à la chaire et l'a laissé tomber par terre. Bradley était assis au premier rang. Il a essayé de se lever, s'appuyant d'une main sur le dos du banc devant lui, puis s'est effondré sur son siège et n'a pas pu se relever. Le caméraman de la télévision a tourné son objectif vers le fond de l'église. Brooklyn a remonté lentement l'allée centrale, et quand elle a atteint la chaire, elle s'est arrêtée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a parlé juste assez fort pour que le premier rang l'entende, et le microphone de la chaire a capté chaque mot. « Je suis désolée d'être en retard, maman », a-t-elle dit. « Le lac était plus profond que tu ne le pensais. » Puis elle s'est retournée et est sortie. Elle n'a pas regardé en arrière une seule fois et n'a pas adressé un autre mot à qui que ce soit dans cette église. La vidéo a été publiée sur le site d'information de la chaîne cet après-midi-là. Le soir, la police du comté de Walworth avait rouvert l'affaire, parce qu'une femme officiellement déclarée noyée venait d'entrer dans une église de ses propres moyens, devant une caméra de télévision. 3 semaines plus tard, Bradley a commencé à dire à tout le monde que Sloane Rivers était enceinte. Il l'a dit à des parents, il l'a dit à des voisins, il l'a même dit à un journaliste qui a appelé pour un commentaire. Il a répété le même point encore et encore, qu'il allait devenir père et que maintenant tout le monde pouvait voir qui avait été responsable de ces 9 années sans enfant. C'était la seule chose à laquelle il pouvait encore se raccrocher, et il s'y agrippait fermement. Brooklyn ne l'a pas contredit une seule fois. Elle n'a rien publié, n'a appelé personne, et n'a pas demandé à Ellis de communiquer quoi que ce soit à la presse. Elle a seulement envoyé un message à Sloane Rivers, lui demandant 15 minutes de son temps. Elles se sont rencontrées dans un café de la rue Halstead. Sloane est arrivée avec 20 minutes de retard et s'est assise avec l'expression de quelqu'un qui s'était préparé à se faire gronder. Brooklyn ne l'a pas grondée. Elle a poussé une enveloppe sur la table. Sloane a demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Brooklyn a dit que c'était le résultat de test original de Bradley Whitfield, réalisé plus de 2 ans plus tôt à la clinique du docteur Peter Lohman.
Elle a dit qu'elle n'était pas venue pour donner des conseils et qu'elle n'était pas venue pour reprendre quoi que ce soit. Que Sloan le lise ou non dépendait entièrement d'elle. Puis Brooklyn a dit une dernière chose. J'ai perdu 9 ans de ma vie parce que je n'ai pas lu un seul morceau de papier. Elle s'est levée, a payé les 2 cafés et est partie. Sloan Rivers est restée seule dans le café pendant environ 40 minutes et elle a ouvert l'enveloppe avant de quitter son siège. Ce soir-là, elle l'a apportée à la maison de Marlene. Brooklyn n'a appris ce qui s'est passé ensuite que par d'autres personnes. Sloan n'a pas confronté Bradley au sujet du document en privé. Elle l'a interrogé dans le salon alors que toute la famille était présente. Elle a demandé depuis combien de temps il le savait. Bradley n'a pas pu répondre. Il a essayé de dire que le résultat était faux, que la clinique avait déjà fait l'objet d'une enquête et que donc rien de ce qui en provenait ne pouvait être cru. Mais Sloan n'écoutait plus, parce que pendant qu'il parlait, elle avait réalisé autre chose. Et cette autre réalisation est ce qui a déchiré la maison. Si Bradley ne pouvait pas avoir d'enfant, alors le bébé en elle appartenait à l'autre homme. Elle a dit son nom à voix haute, au milieu du salon. Corey. Corey Whitfield, le frère de son mari, l'homme qui s'était tenu derrière Brooklyn sur le ponton le matin du 4 octobre, et le même homme que Marlene avait promis de partager une fois que les 500 000 $ arriveraient. Bradley s'est jeté sur Corey. Marlene s'est interposée entre eux. Vivien a crié. Il y a eu le bruit d'un verre qui se brise, puis quelque chose en céramique s'écrasant sur le sol, puis la porte d'entrée claquant. En moins d'1 heure, la famille, qui s'était autrefois assise autour d'une table à manger et avait composé des déclarations identiques jusqu'au dernier mot, avait cessé de se parler. Corey est parti cette nuit-là. Sloan n'est jamais revenu et Marlene Whitfield est restée seule dans la maison qu'elle était sur le point de perdre. Entourée de morceaux brisés sur le sol avec une déclaration sous serment qui s'effondrerait maintenant complètement si une seule des 4 personnes retirait son témoignage. Brooklyn est retournée travailler chez Pweetz au milieu de février. Dot lui a donné le service du matin et n'a pas posé une seule question sur les 3 mois précédents. Au cours de sa 2e semaine de retour, un homme est entré dans le restaurant peu avant midi, a pris le dernier tabouret au comptoir, a commandé un café, puis a posé son badge sur le comptoir. Curtis Nolan, Bureau fédéral d'investigation. Brooklyn a supposé qu'il était venu à cause des Whitfield. Nolan a dit que non. Il a dit qu'il suivait un nom depuis 11 ans, et que ce nom n'était pas Whitfield. Puis il lui a posé une question. S'était-elle déjà demandé pourquoi un homme comme Winston Marchetti passerait 3 mois pour une serveuse de restaurant? Brooklyn n'a pas répondu. Nolan a demandé si elle pensait que Winston l'avait sauvée. Les hommes comme ça ne sauvent personne, a-t-il dit. Les hommes comme ça investissent. Puis il a exposé ce qu'il lui avait apporté. Si elle coopérait et donnait un compte-rendu complet de tout ce qu'elle avait vu et entendu à l'intérieur de la maison de River Forest, le gouvernement fédéral placerait l'affaire Whitfield dans la catégorie de poursuite la plus sérieuse disponible, et elle recevrait une nouvelle identité dans un autre État. Il lui a dit que c'était une opportunité que beaucoup de gens voudraient. Brooklyn a dit qu'elle avait besoin de temps. Il lui a fallu 3 nuits. La première nuit, elle a pensé qu'elle n'avait jamais vu Winston commettre un crime. Mais elle n'était pas naïve, et il y avait des choses à l'intérieur de cette maison sur lesquelles elle avait délibérément choisi de ne pas poser de questions. La deuxième nuit, elle a pensé à 27 ans au cours desquels personne ne lui avait jamais rien donné gratuitement. La troisième nuit, elle s'est assise et a compté à nouveau. 3 mois à River Forest, un nom écrit sur un bout de papier, un dossier posé sur une couverture, un homme lui disant que ses mains lui appartenaient. Et pas une seule fois, quelqu'un n'avait nommé un prix. Le lendemain matin, elle a appelé Nolan. Ils se sont rencontrés au même restaurant. Brooklyn a posé une boîte sur la table contenant tout ce qu'Ellis Ward avait rassemblé sur la famille Whitfield. Les dossiers médicaux, les relevés bancaires, les messages textes imprimés, tout. Elle lui a dit de tout prendre, qu'elle ne gardait rien. Nolan a feuilleté les documents, puis a posé des questions sur l'autre partie. Brooklyn a dit qu'il n'y avait pas d'autre partie. Elle a dit que pendant 9 ans, tout le monde lui avait dit que lorsque quelqu'un l'aidait, elle leur devait quelque chose en retour. Cet homme était la seule personne qui ne lui avait jamais présenté de facture. « Je n'ai rien à vous vendre », a-t-elle dit. Nolan l'a regardé longuement. Il ne l'a pas menacé et il n'a pas dit un autre mot sur Winston Marchetti. Il a simplement sorti une carte de visite, l'a posée sur la table
et lui a dit que si le jour venait où elle changerait d'avis, le numéro resterait le même. Puis, il a pris la boîte et est parti. 9 jours plus tard, Brooklyn a reçu un appel du téléphone de Bradley. Il a parlé très vite. Il a dit que Dot Puitt était retenu quelque part, que c'était à cause de sa dette, et qu'ils avaient promis de la libérer si Brooklyn venait. Brooklyn a dit qu'elle ne le croyait pas. Puis Bradley lui a donné un détail. La boîte en fer blanc sous le comptoir, dans le deuxième compartiment en partant de la gauche. Seules 4 personnes au monde savaient où cette boîte était gardée, et 3 d'entre elles se trouvaient à l'intérieur du restaurant à ce moment précis. Elle a demandé l'adresse. C'était un entrepôt à South Daring, près du port sud. Brooklyn savait que c'était un piège. Elle l'a su du moment où elle a mis fin à l'appel, jusqu'au moment où elle a atteint le parking. Mais Dot Puitt était la seule personne au cours de ces 9 années qui ne lui avait jamais rien demandé. Certaines dettes étaient remboursées, non pas parce que quelqu'un avait calculé ce qui pouvait être gagné ou perdu. Brooklyn a envoyé à Winston un seul message contenant l'adresse, puis a éteint son téléphone et est parti. Dot n'était pas là. À l'intérieur de l'entrepôt, il n'y avait que Milos Kovac, Ruben Castellano, 3 de leurs hommes, et Bradley Whitfield, debout dans un coin comme un homme attendant d'être payé. Kovac n'a pas crié. Il a invité Brooklyn à s'asseoir. Il a dit qu'il n'avait rien contre elle, qu'elle était simplement la seule chose au monde capable de faire asseoir Winston Marchetti à une table de négociation. Winston est arrivé 20 minutes plus tard. Il est entré seul. Il n'a amené personne et ne portait rien. Le téléphone dans sa poche n'arrêtait pas de vibrer, et il l'a sorti, a vu le nom d'Enzo Baron sur l'écran, puis l'a éteint et l'a rangé. Kovac a nommé son prix. Winston a tout écouté. Puis il a offert quelque chose que personne dans cette pièce n'avait imaginé qu'il offrirait. Il a proposé de céder le contrôle complet des routes maritimes du port sud, quelque chose que la famille Marchetti détenait depuis 20 ans, quelque chose que son père avait construit de toutes pièces. Castellano s'est redressé. Kovac est resté silencieux pendant près d'1 minute, et pendant toute cette minute, il a regardé Winston comme si l'homme venait de ruiner quelque chose d'immensément précieux. Il a demandé si elle valait autant. Winston a dit qu'elle valait bien plus. Mais Kovac ne saurait jamais combien de plus, car il ne possédait rien contre quoi sa valeur pouvait être mesurée. Kovac l'a laissé partir. Les portes de l'entrepôt se sont ouvertes. Brooklyn est sorti avec Winston, et personne ne les a suivis. Bradley Whitfield est resté dans le coin de cet entrepôt, les regardant partir. La marchandise qu'il avait livrée lui avait été rachetée, et sa dette de 400 000 $ était toujours là, intacte. Bradley a couru après elle sur le parking. Il a appelé son nom 3 fois, et à la 3e, il est tombé à genoux sur le béton. Il a vraiment pleuré, de la manière dont un homme pleure quand il vient de réaliser qu'il n'a nulle part où aller. Il a dit qu'il n'avait personne d'autre. Il a dit que sa mère ne répondait pas à ses appels. L'entreprise était partie, et Sloan était parti. Comme si tout cela était une raison suffisante pour que Brooklyn revienne. Brooklyn ne lui a pas crié dessus. Elle s'est penchée jusqu'à ce que ses yeux soient au niveau des siens et a parlé très doucement. « Pendant 9 ans, tu m'as appelé ta femme », a-t-elle dit. « Mais tu ne m'as jamais demandé une seule fois si j'étais fatigué ce jour-là. Tu ne m'as pas perdu à ce lac, Bradley. Tu ne m'as jamais eu. » Puis elle s'est levée, s'est dirigée vers sa voiture et est partie. Les procès ont été répartis entre 3 juridictions. Les accusations de tentative de meurtre relevaient de l'État du Wisconsin et ont été jugées au tribunal du comté de Walworth, où Marlene Whitfield a reçu 22 ans et Corey Whitfield 18 ans. L'affaire de fraude à l'assurance est allée au tribunal fédéral et Bradley Whitfield a été condamné à 15 ans. La falsification de dossiers médicaux a été poursuivie en Illinois, où Peter Lohman a reçu 6 ans et a perdu définitivement sa licence médicale. Vivian Whitfield a reçu 3 ans pour obstruction à la justice et mensonge aux enquêteurs, et sa peine a été plus légère que les 3 autres, pour une raison que personne ne connaissait jusqu'à ce moment. L'enregistrement vidéo de tout ce qui s'est passé sur le ponton le matin du 4 octobre avait été envoyé aux autorités fédérales depuis une adresse anonyme 3 jours après le service commémoratif à l'église de Bridgeport. Vivian l'avait envoyé. Elle a témoigné qu'elle avait été si terrifiée ce matin-là qu'elle ne pouvait pas bouger, qu'elle avait appuyé sur le bouton d'enregistrement seulement parce que sa main avait besoin de quelque chose à faire,
et qu'une fois que c'était fini, elle avait eu trop peur de sa mère pour parler. Elle a gardé la vidéo pendant 3 mois. Elle ne l'a envoyée qu'après avoir su avec certitude que la femme dans l'enregistrement était toujours en vie. C'était la seule preuve qui pouvait condamner les 4. Brooklyn a témoigné le 2e jour du procès de Walworth. Elle a dit qu'ils avaient réussi à tuer quelqu'un ce jour-là. Elle a dit que la femme qui croyait devoir être utile pour mériter l'amour avait été laissée au fond du lac Geneva. Elle a dit que la femme qui se tenait là aujourd'hui comprenait quelque chose que cette femme ne savait pas. Que la valeur d'une personne ne se mesure pas au solde d'un compte d'épargne et ne peut être notée par personne d'autre. Puis elle est descendue de la barre des témoins. En septembre de l'année suivante, Brooklyn a visité la prison pour femmes de Taïcha exactement 1 fois. Vivian était assise de l'autre côté de la vitre. Elle ne s'est pas excusée et n'a rien supplié. Elle n'a posé qu'une seule question. Qui avait payé pour l'opération du cœur de Hazel? Brooklyn l'a regardé longuement. Puis elle s'est levée et a dit « La petite fille est en bonne santé maintenant. Concentre-toi sur la fin de ton programme ici. » Elle n'a pas répondu à la question. Mais Vivian avait baissé la tête sur la table avant que Brooklyn n'atteigne la porte. Brooklyn n'a pardonné à personne. Elle a simplement refusé de devenir comme eux. 1 an plus tard, Dot Puitt a pris sa retraite. Brooklyn a acheté le restaurant avec les $180 000 exacts pour lesquels ils avaient essayé de la tuer. Elle a gardé le nom Puitts sur l'enseigne. Winston Marchetti a confié la plupart des affaires à Enzo Barron. Il n'est pas devenu un homme différent. Son passé ne pouvait pas être lavé, et le dossier portant son nom se trouvait toujours dans un tiroir quelque part à l'intérieur d'une agence fédérale. Ils savaient tous les deux qu'il avait simplement choisi de prendre du recul, et il a tenu la seule promesse qu'il n'avait jamais prononcée à voix haute. À 2 heures, un matin de novembre, il est entré dans le restaurant et s'est assis sur le dernier tabouret au comptoir. Brooklyn a posé une assiette d'œufs et de toast devant lui, même s'il n'avait rien commandé. Il a mangé chaque bouchée. Puis il a poussé une bague vers elle, sans s'agenouiller, sans fleurs, sans un seul mot préparé. « Je n'ai rien de pur à t'offrir, » a-t-il dit. « Je n'ai que ma parole, et je ne l'ai jamais rompue. Tu n'auras plus jamais à te demander si tu es digne. » Brooklyn a pris la bague, et l'histoire de cette femme nous laisse avec 3 leçons. Premièrement, ne signez jamais rien que vous n'avez pas lu, même lorsque la personne qui vous tend le papier vous appelle sa fille. Deuxièmement, quelqu'un qui vous aime vraiment ne vous fera jamais prouver que vous êtes toujours utile. Et troisièmement, un acte de gentillesse offert à un étranger n'est jamais perdu. Sa réponse n'est simplement pas encore arrivée. La valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle peut fournir à quelqu'un d'autre. Elle réside dans le simple fait qu'elle est là. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Ainsi, nous pourrons continuer à écouter ensemble des histoires captivantes chaque jour. Que pensez-vous de tout ce que Brooklyn a enduré? Et y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a déjà dû prouver sa valeur pour être aimé? Laissez un commentaire pour que nous puissions lire les sentiments qui viennent du plus profond de votre cœur. Nous souhaitons à chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix pour chaque jour à venir. Au revoir pour l'instant, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.